Bonjour à tous. Nous sommes là pour animer cette matinale qui va porter sur comment promouvoir les bonnes pratiques solaires. Nous allons aborder les enjeux et pistes d'action. Une rapide présentation, la coordinatrice du DRAPS est Laura Tchersegui. Nous avons notre collègue chargée de communication ou soutien technique qui est Camille Magnan, qui nous assure pendant toute cette matinale. Je suis Florence Royer, je suis chargée de projet et référente territoriale dans le Gers. Et mon collègue Sébastien Corr, chargé de projet référente territoriale dans le 82. Alors, les intervenants pour aujourd'hui par ordre chronologique. Cécile Durand, épidémiologiste à Santé publique France Occitanie. Ensuite interviendront Mathieu Gourland, responsable du pôle Action Épidor et ingénieur de recherche à l'Institut du cancer de Montpellier, en binôme avec Elsa Géverneau, chargée de projet prévention santé à l'Institut du cancer de Montpellier également. Et enfin, dernière intervenante, Marion Campion, consultante senior RSE à l'agence Primum Non Nocere et également sur la partie développement durable au sein du C2DLS, le comité de développement durable en santé. Une rapide introduction sur la prévention solaire. La Direction générale de la santé, en 2020, a demandé au Conseil de la santé publique de formuler des recommandations sanitaires pour les index UV en tenant compte des populations les plus à risque. Car on se rend compte que même si le soleil a des effets positifs sur la santé, notamment sur la synthèse de la vitamine D, qui participe à une bonne calcification du squelette, il est important d'expliquer les bonnes pratiques en matière d'exposition solaire. Une trop grande quantité de rayons UV est nocive pour la peau. Elle peut provoquer des cancers, des vieillissements prématurés. Il est donc très important de trouver un bon compromis entre une exposition solaire aux heures optimales pour produire la vitamine D et celle où la peau présente le moins de risques de dommages. Alors, quelques chiffres clés. 80% des dommages liés aux UV sont provoqués avant 18 ans. À noter donc que les enfants sont plus exposés au risque que les adultes. Ensuite, un cancer sur trois est un cancer de la peau. 225 millions d'euros, c'est le coût pour le traitement du mélanome, donc le cancer de la peau. C'est ce qui est estimé par l'INCa, l'Institut national du cancer. Et enfin, 20 millions d'aveugles dans le monde à cause de la cataracte, donc l'opacité du cristallin de l'œil dont l'exposition au soleil est un facteur de risque important. Par l'intermédiaire de nos intervenants, de vos questions et des échanges qui suivront, cultivons une culture commune que nous souhaitons plus saine de nos pratiques solaires. Nous allons laisser maintenant la parole à Cécile Durand, qui va nous partager sa présentation. Bonjour à tous. Moi je suis Cécile Durand, comme il a été présenté, je suis épidémiologiste à Santé publique France. Juste en deux mots, Santé publique France, c'est l'Agence nationale de santé publique. On a des missions de surveillance et de veille de l'état de santé de la population, d'alerte sanitaire, de préparation aux menaces et aux alertes et aux urgences, et également un volet prévention et promotion de la santé. C'est plutôt dans ce dernier cadre, promotion, prévention de la santé, que j'interviens ici, sachant que moi, je, fais partie- je suis épidémiologiste à la cellule régionale, donc en Occitanie, et que j'ai plus particulièrement fait ma thèse de sciences sur ce sujet de la prévention solaire. Je vous en parlerai un peu tout à l'heure. Je vais dérouler ce plan, les effets sur la santé, les recommandations actuellement en cours en France pour comment se protéger du soleil. L'évolution de la représentation sociale du bronzage dans notre pays qui a évolué depuis plusieurs années, les comportements des Français à l'aide notamment du baromètre cancer. Et puis, je présenterai les actions de prévention solaire à des niveaux international, national et local, et notamment l'exemple de recherche interventionnelle que j'ai mené durant ma thèse, qui est le sujet de l'étude PRISM. On y reviendra et je conclurai par quelques perspectives d'action. Donc, les effets sur la santé, on en a déjà un petit peu parlé. Il y a les effets à court terme et les effets à plus long terme. Donc, à court ou moyen terme, on va avoir tout ce qui est brûlure et coup de soleil. C'est ce qui vient le plus spontanément dans l'esprit des gens quand on parle d'effets sanitaires. Les atteintes aux yeux avec des photocaratites, des photoconjonctivites qui peuvent survenir suite à des expositions assez intenses, des allergies cutanées. On a également
Donc, ce qu'on note aussi, c'est que le bronzage, c'est une première réaction de défense. Donc, c'est quelque chose qui est très recherché aujourd'hui, le bronzage, mais en fait, il faut savoir que c'est quand même déjà une réaction de la peau à l'exposition qui se sent agressée, la peau qui se sent agressée aux UV et qui, du coup, produit de la mélanine pour s'en protéger. À plus long terme, donc, on va avoir des effets sur les yeux également. Donc, la cataracte, enfin, Sébastien en a parlé. Également, le vieillissement prématuré de la peau, donc qu'on appelle photovieillissement. Donc, c'est le fait de vieillir plus rapidement avec l'apparition de rides de taches de relâchement cutané. Et également, les cancers de la peau, on en a parlé rapidement, ils se décomposent en deux types de cancers. Les carcinomes, c'est environ 90% des cancers de la peau, hein, le gros du cancer de la peau, qui sont très très fréquents, 130 à 230 000 cas par an, en augmentation. Leur pronostic est plutôt bon, mais ils sont liés plutôt à une exposition prolongée, par exemple des expositions professionnelles. Et après, il va y avoir de nombreuses chirurgies liées à l'apparition de ces carcinomes, ce qui peut encombrer le système de santé également et coûter cher. Le deuxième type de cancer, c'est le mélanome. C'est 10% des cancers de la peau. Ils sont un peu plus rares, mais par contre, ils sont beaucoup plus graves. On a actuellement, on estime à environ 18 000 cas par an et 2 000 décès. Et l'information à retenir, c'est que ces cancers seraient majoritairement évitables si on améliorait la protection solaire, puisque 83% d'entre eux, donc 8 mélanomes sur 10, sont liés à des expositions aux UV. Et donc, ces expositions aux UV, plutôt dans l'enfance, comme il a été dit, mais également des expositions intenses et intermittentes, comme on peut les avoir lors des, par exemple, les vacances estivales, ou en tout cas, ou au soleil. Les recommandations à l'heure actuelle sont fournies plutôt par l'Institut Cancer, donc l'INCa, qui précise donc qu'il faut limiter l'exposition au maximum en recherchant l'ombre. C'est vraiment la mesure phare, hein, rechercher l'ombre au maximum, notamment entre midi et 16 heures. Donc, bien apprendre à se protéger durant cette période, ce créneau horaire qui est le créneau où le rayonnement est maximum. Également, favoriser la protection vestimentaire, donc se couvrir de t-shirts à manches, un chapeau à large bord, des lunettes de soleil et ces moyens de protection vestimentaire ainsi que l'ombre sont prioritaires, par exemple sur la crème solaire qui arrive en complément de ces différents moyens et qui est utilisée plutôt sur les zones découvertes, donc le visage, les mains, les zones qui ne peuvent pas être couvertes par un vêtement. Et en fait, ce qu'on note, c'est que trop souvent, la crème solaire est utilisée pour justement enlever les vêtements et pour augmenter son exposition. Et c'est quelque chose qui peut être assez néfaste. Les informations aussi, les recommandations aussi axent sur le fait qu'il faut se protéger, même quand il y a des nuages, puisqu'en fait, on associe trop souvent le rayonnement UV à la chaleur, ce qui n'est pas forcément vrai. Il peut y avoir des rayonnements UV assez importants, même avec des nuages et sans soleil direct. Et il faut savoir que ce rayonnement, il est amplifié par la réverbération. Donc, quand vous êtes sur l'eau ou quand vous êtes en montagne également, il peut être également amplifié. Donc, vraiment apprendre à se protéger du soleil dans les activités aquatiques ou les activités de montagne, et même s'il y a des nuages, c'est important. Enfin, l'ensemble des campagnes focalise sur le fait qu'il faut avoir une vigilance maximum avec les enfants, donc notamment limiter leur exposition au maximum, ne pas exposer un enfant de moins de 1 an et leur apprendre évidemment les bons réflexes. C'est tout l'objet aussi de tous les programmes éducatifs dont on parlera un peu plus tard. Au niveau de l'indice UV ou index UV, on peut dire les deux, il est disponible sur le site de Météo France. C'est un indice UV quotidien. Les recommandations de l'OMS et du HCSP plus récemment ont catégorisé un petit peu cet indice UV. Donc là, vous le voyez de 1 à 11, mais il peut aller bien au-delà de 11, hein, pas vraiment en France métropolitaine, mais plutôt dans les DROM. Et en fait, à partir de 3, la protection est nécessaire. Et à partir de 8, la protection doit être renforcée. Et donc là, ici, sur nos côtes, hein, il faut savoir qu'on est très régulièrement à 8, 7, 8, 9 tout l'été sur la région Occitanie. Donc on est en permanence avec une protection qui est nécessaire. Euh, donc ça, je l'ai déjà dit, attention à la réverbération qui augmente l'intensité.
Maintenant, je voulais vous parler un peu de la représentation sociale du bronzage, parce que si on observe que les Français aujourd'hui continuent de s'exposer, il y a quand même un lien avec cette notion de recherche du bronzage. Pour autant, cette recherche du bronzage, elle a évolué au fur et à mesure des années. Jusqu'à la fin du 19e siècle, on avait un bronzage qui était plutôt signe de prolétariat, des ouvriers agricoles qui étaient au champ et donc qui, lors de leur activité professionnelle, s'exposaient et donc bronzaient, et alors que la classe noble avait plutôt une peau blanche, utiliser des ombrelles, des chapeaux. Et du coup, ça, c'était une distinction sociale. Au début des années du XXe siècle, on a petit à petit le transfert de ces classes ouvrières, enfin, de ces classes oui, prolétaires des champs vers les usines. Et donc, cette classe ouvrière est plus souvent en intérieur, alors que, à l'inverse, les classes plutôt aisées commencent à augmenter un petit peu leur activité extérieure. Et donc, du coup, on a un bronzage qui est de moins en moins associé à la pauvreté. Dans les années 30, on a les premiers congés payés. Et là, les choses s'inversent complètement, puisque, en effet, le bronzage devient un synonyme de succès, d'aisance financière, de loisirs, puisque les personnes qui peuvent se payer des vacances, du coup, reviennent bronzer de ces vacances. Dans les années 80-90, là, c'est l'explosion, l'apogée de la mode du bronzage avec le développement des cabines UV, de nombreuses représentations dans les médias. On le voit ici, là, sur une couverture de Elle. Voilà, le bronzage est vraiment mis en avant dans les médias, et c'est aussi à partir de ce moment-là qu'on a vraiment des premières recommandations sanitaires qui apparaissent sur la limitation de l'exposition et surtout la protection. Aujourd'hui, on a des dangers qui sont plutôt bien connus, mais pour autant, la protection reste insuffisante. On le verra après. Le bronzage reste toujours associé, même s'il est un peu moins à la mode quand même que dans les années 80-90, mais il reste toujours associé à cette notion de bonne santé, de bien-être, de bonne mine, de beauté. Et donc, du coup, il véhicule toujours quelque chose quand même de positif dans nos sociétés. Et il y a une confusion, comme on l'a vu en introduction, avec la notion de vitamine D, puisque donc, oui, le soleil et les UV favorisent la synthèse de la vitamine D. Pour autant, le temps d'exposition nécessaire pour obtenir un taux de vitamine D correct en été, il est bien inférieur au temps d'exposition auquel on s'expose. C'est-à-dire qu'il faudrait en moyenne à peu près 15 minutes par jour pour synthétiser la vitamine D et pas passer 2 heures sur une plage. Voilà. Au niveau des comportements des Français, donc c'est des comportements qui ont été mesurés à l'aide du baromètre cancer en 2005, 2010 et 2015. Donc ce qu'on note, c'est que les moyens de protection sont pas systématiques, elles sont insuffisamment utilisés. Et notamment la protection vestimentaire, on voit qu'elle est en diminution même sur la dernière enquête de 2015, le chapeau et le t-shirt. On voit également que ces comportements de protection sont différenciés selon certains facteurs. Donc, notamment, hommes et femmes ne se protègent pas de la même manière. Globalement, les femmes se protègent mieux, mais surtout se protègent pas avec les mêmes moyens, puisqu'en fait, on va avoir plutôt une utilisation de l'ombre, de la crème solaire chez les femmes et des lunettes de soleil, alors que chez les hommes, on va avoir plutôt une utilisation des t-shirts et des chapeaux. On voit également une protection insuffisante chez les 15-24 ans. Ça, c'est vraiment la chose à retenir, c'est que c'est une population qui est particulièrement sous-protégée et surexposée. Les personnes moins diplômées également, il y a un gradient social sur la protection solaire euh, qui n'est pas comme ça évident, puisqu'en fait, le cancer de la peau, à l'inverse, touche plutôt des classes aisées. Mais on suspecte aussi qu'il peut y avoir un effet de sous-diagnostic dans certaines populations, ou également l'effet de vacances au soleil qui est plus fréquent chez les classes aisées. Mais pour autant, à exposition égale, quand on regarde la manière de se protéger, les moins diplômés sont globalement moins protégés que des personnes socialement plus favorisées. Les phototypes plus foncés, évidemment, se protègent moins aussi, elles sont aussi moins à risque, mais parfois c'est jusqu'à lever beaucoup de protection, alors que par exemple les lunettes de soleil restent indispensables parce que les effets sur les yeux, tout le monde est concerné, et même les effets sur la peau à des doses qui évidemment sont différentes selon son phototype. Donc le phototype, pour rappel, c'est le niveau de sensibilité de la peau, hein. Il y a des phototypes plus clairs qui réagissent plus rapidement, et puis des phototypes plus foncés qui vont réagir moins rapidement à l'exposition solaire. Et puis également les résidents du Nord qui
qui ont moins de réflexes de notamment se protéger à des heures critiques comme midi 16h. On note également que sur les comportements, il y a une évolution des comportements avec les protections des enfants qui s'est quand même améliorée, une bonne protection, une meilleure protection. En tout cas, les parents protègent mieux leurs enfants qu'ils ne se protègent eux-mêmes. Et on note également des évolutions des connaissances qui sont en augmentation, mais pour autant, les fausses croyances persistent et notamment, et même des fois s'aggravent. Notamment, est-ce que les coups de soleil dans l'enfance ont des conséquences à l'âge adulte qui finalement restent comme une fausse croyance qui est ancrée que les coups de soleil dans l'enfance n'ont pas particulièrement de conséquences, alors qu'on voit bien que si, ils peuvent avoir des conséquences importantes en termes de cancer de la peau. Donc en termes d'action, je vais vous présenter les actions rapidement à l'international que je trouvais notables. C'est pas exhaustif du tout. C'est juste quelques projets qui sont à connaître sur le sujet. Donc il y a le projet Intersun, le programme Intersun de l'OMS. Donc ce programme, il a pour objectif d'informer sur les effets des UV, d'encourager les pays européens à réduire, pas que européens d'ailleurs, d'encourager les pays à réduire leurs risques liés aux UV et de fournir des conseils pratiques à ces autorités nationales et aux autres et aux agences nationales. Les actions clés, ça va être de surveiller et prédire les risques sanitaires liés aux UV, notamment en lien avec les changements environnementaux, notamment les changements climatiques à venir et les changements comportementaux que ça va entraîner de promouvoir l'indice UV, qu'on en vient d'en parler, comme un outil éducatif pour la protection solaire. Ça, c'est vraiment un axe fort du programme Intersun. Et il insiste également sur la protection solaire des enfants avec des programmes éducatifs à l'école. Je voulais vous parler également du projet ou du programme SunSmart en Australie, qui est un peu le programme de référence sur tout ce qui est cancer de la peau. Donc, les Australiens, c'est une incidence très élevée de cancer de la peau, du fait notamment que une partie de leur population vient d'une immigration des colons britanniques et qu'ils n'étaient pas adaptés au rayonnement en Australie, hein, leur type de peau. Et donc tout ça fait que ce type de population, à un moment donné, a été vraiment concerné par le cancer de la peau. Donc l'objectif du programme SunSmart, c'était de réduire l'incidence de ce cancer de la peau, donc particulièrement élevé en Australie, d'éduquer le public au comportement de protection via des campagnes de sensibilisation et de mettre en œuvre des politiques de protection solaire, notamment dans les écoles et les lieux de travail. Ces actions clés, c'est notamment la campagne qui est une campagne emblématique en protection solaire, Slip, Slop, Slap, qui est étendue après en 1980 à Seek et Slide. Et en gros, ça reprend les cinq, les cinq moyens de protection. Slip, c'est pour enfiler un t-shirt. Slop, c'est étalez-vous de la crème. Enfin, bon, je ne détaille pas, mais c'est vraiment les moyens de protection que je viens de vous présenter, qui a été beaucoup repris dans les médias australiens. Ils ont également créé une application SunSmart Global UV qui permet d'avoir l'indice UV en temps réel avec des prévisions sur 7 jours et des alertes UV également envoyées à la population et de développer des programmes dans les écoles et les services de garde avec la formation du personnel et divers projets d'ombrage, etc. Ce projet, ce programme, il a été estimé très positivement avec un impact sanitaire très net, environ 300 000 cancers de la peau évités, 1000 vies sauvées et notamment une diminution de l'incidence qui commence à diminuer aujourd'hui chez les plus jeunes qui ont été du coup la première génération exposée à cette campagne de prévention. Un impact également économique puisqu'ils ont fait des évaluations médico-économiques avec une évaluation qui disait que pour 1 dollar dépensé, il y a eu un gain de 8,70 $ dans les 20 prochaines années. Donc vraiment un impact intéressant pour protéger la population. Au niveau de la France, on a chaque printemps une campagne d'information, campagne nationale, qui est délivrée par l'Institut national du cancer et qui informe la population sur les risques et conseils de prévention. Vous l'avez certainement vu l'année dernière ou peut-être c'était l'année d'avant, c'était l'ombre, c'est l'endroit le plus cool de l'été pour accentuer vraiment sur cette mise à l'ombre. Il y a également plusieurs programmes d'éducation, notamment le programme Vivre avec le soleil, qui est un programme probant d'éducation mené dans les écoles maternelles et primaires et piloté par Sécurité solaire. Il est composé de plusieurs séances qui sont principalement axées sur une approche expérientielle et donc ça peut parfaitement s'intégrer dans des programmes scolaires comme notamment le programme de sciences. Donc s'il y a
des enseignants aujourd'hui ou du personnel éducatif, c'est vraiment, je vous invite à aller voir le site internet de Vivre avec le Soleil qui fournit des guides et des outils assez pratiques. Et ensuite, il y a différents projets, alors j'ai dit locaux, mais ça peut être aussi des projets nationaux, hein, mais des projets d'urbanisme notamment et de végétalisation. Alors, ça, c'est plutôt des projets qui, normalement, enfin, c'est aussi des projets qui visent à diminuer les îlots de chaleur, hein, puisqu'on le sait, avec le réchauffement climatique, on a un peu cet objectif également, mais du coup, qui vont dans le même sens que diminuer l'exposition aux UV. Et c'est notamment tous les projets relatifs aux cours oasis, donc la végétalisation des cours d'école. Il y a également des actions qui sont ciblées, d'éducation à la santé, qui sont menées soit par des acteurs associatifs, institutionnels, sur le littoral, en milieu scolaire. On en aura deux exemples tout à l'heure. Donc, il y aura Mathieu qui présentera des actions d'Épidore en milieu scolaire et Marion qui présentera le projet Bon en été, bon réflexe financé par l'ARS Occitanie et qui est un bus qui sillonne le littoral méditerranéen. Je crois, elle nous précisera tout ça. Rapidement, je vais vous présenter les résultats moi, de l'étude que j'ai menée, une recherche interventionnelle qui a été menée du coup en Occitanie et qui s'intéressait particulièrement à la prévention chez les touristes. Donc, c'est parti d'un constat que l'exposition estivale, donc il y a beaucoup de comportements d'exposition intentionnelle, c'est-à-dire c'est le fait de rester étendu au soleil pour bronzer. Donc, on a une photo là, par exemple, de notre belle plage de Collioure avec ce type d'exposition intentionnelle qu'on appelle sunbathing dans la littérature et qui est le fait vraiment de rester étendu au soleil des heures, souvent des heures, dans l'objectif de bronzer. Dans ce contexte, l'utilisation de la crème solaire, elle est souvent préférée au détriment d'autres moyens de protection vestimentaire. Et on note des impacts sanitaires qui sont quand même importants avec des coups de soleil très fréquents, puisqu'on note une augmentation des passages aux urgences pour brûlure chaque année dans nos données de surveillance qui s'appelle le réseau Oscour, qui est un réseau de surveillance des passages aux urgences piloté par Santé publique France. Donc dans ce contexte, on s'est interrogé sur le littoral. Qu'est-ce qui faisait que notre population était particulièrement à risque? Et en fait, c'est une population particulièrement à risque sur notre littoral d'Occitanie, puisqu'il y a 200 km de littoral. Il y a un fort rayonnement UV, on le voit sur la carte ici, avec souvent des indices UV qui atteignent 8, 9 parfois en été, et 8 millions de touristes par an. Donc, ça nous semblait être un contexte idéal pour développer des campagnes et des actions de prévention chez les touristes. Donc, il y avait deux objectifs à ce projet. Le premier objectif, c'était d'identifier les déterminants de la protection solaire, qui s'expose et qui se protège bien et qui s'expose au soleil, en fait, hein, ou qui se sous-protège et qui se surexpose au soleil parmi ces touristes. Et notamment d'étudier les déterminants sociaux, puisque je n'en ai pas l'air rapidement, mais il y a également un gradient social sur cette notion d'exposition et de protection solaire. Et le second objectif, c'était d'évaluer l'efficacité donc de deux interventions de prévention. Donc, on a mis en œuvre, je vous les présenterai après, mais une intervention qui apportait des messages basés sur l'apparence physique. En gros, le photovieillissement. Attention, vous allez rider. Le soleil fait rider la peau, fait vieillir plus vite l'aspect de la peau. Donc, qui n'est pas un argument sanitaire, vraiment un aspect lié à l'apparence physique. Donc, il y avait une intervention qui donnait ce type de message et une autre intervention qui donnait des messages plutôt sanitaires sur vraiment le risque de cataracte, le problème sur les yeux, les cancers de la peau. Et on a étudié l'efficacité de ces deux interventions, on les a comparées sur les comportements de prévention solaire des touristes. Donc, on a mené ça dans 8 campings du littoral auprès de touristes français de 12 à 55 ans. Ça a été mené principalement au cours de l'été 2019. En début de semaine, on incluait les participants, on leur faisait un questionnaire en face à face et on leur délivrait l'intervention selon dans quel groupe d'intervention ils étaient. Puisqu'ils pouvaient être dans un groupe sans intervention, un groupe avec une intervention sanitaire ou un groupe avec une intervention sur l'apparence physique. Donc ça, c'était à T0, à l'inclusion. Ensuite, 4 jours après, en fin de semaine, 4-5 jours après, on leur faisait un premier temps de suivi, donc c'est à la fin de leur semaine de vacances, avec un autre questionnaire en face à face. Et puis après, on a fait un autre questionnaire en ligne, celui-ci l'année d'après, à l'automne. Donc on a laissé passer l'été qui a suivi, donc 14 mois plus tard, et on a mesuré également les comportements, tout ça évidemment de manière déclarative, parce que les individus déclaraient les comportements qu'ils mettaient en œuvre euh, durant leurs expositions estivales.
Donc rapidement, je ne développerai pas beaucoup, mais en gros, voilà, ça c'est le contenu des deux interventions. Il y avait plusieurs ateliers. C'est une intervention qui a été co-construite construite par Epidor, l'Institut du cancer de Montpellier, euh, et qui du coup se basait sur des messages différents. Donc il y avait un premier message sur la sensibilisation aux conséquences de l'exposition, l'un plutôt sur les coups de soleil, problèmes oculaires, problèmes de la peau, et l'autre vraiment le photovieillissement. Il y avait un deuxième atelier sur prendre conscience de sa propre, à soi-même, personnalité, sensibilité au soleil. Donc, dans un cas, on calculait avec l'individu son phototype et on lui donnait des conseils adaptés à son phototype. Et dans un autre cas, on prenait des photographies UV, donc c'est des photos qui permettent de faire ressortir des taches qui ne sont pas encore visibles à l'œil nu, mais qui risquent d'apparaître si l'exposition perdure. Ce n'est pas du tout en lien avec une quelconque effet sanitaire ou un quelconque cancer de la peau, c'est vraiment des taches classiques qui apparaissent liées à l'exposition solaire. Et ensuite, il y avait également d'autres ateliers, je ne développerai pas ici, mais qui permettaient de développer d'autres concepts, notamment le contrôle perçu, la balance décisionnelle, etc. J'en parlerai pas. Donc, les principaux résultats de cette étude, donc on a interrogé 1355 touristes, on a décrit les comportements des touristes, notamment sur les moyens de protection et sur l'exposition. Et sur les moyens de protection, ce qu'on note, bah, c'est que, sans surprise, les moyens de protection sont insuffisants. Donc là, on voit en violet, c'est ce qui est mis en œuvre systématiquement. Il y a très peu de moyens de protection qui sont mis en œuvre systématiquement ou souvent. Le moyen de protection qui est, où il y a la meilleure adhésion, ça va être le port de lunettes de soleil dans ce contexte estival, hein. Et ce n'est pas vrai dans toutes les populations, puisque ce n'est pas du tout vrai chez les 12-14 ans, par exemple. Et le moins bien utilisé, ça va être vraiment le port du t-shirt, hein. Donc là, ils sont classés par ordre d'utilisation, hein, euh, comme, euh, comme si c'était du plus vers le moins. Bon, bref. Et le t-shirt, en fait, il y a une assez faible adhésion dans ce contexte solaire aussi, d'exposition solaire intense, qui est le contexte d'exposition estivale. Au niveau de l'exposition intentionnelle, donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est le fait de rester assis au soleil assis ou allongé au soleil à bronzer. Donc ce fameux sunbathing, on a mesuré le temps quotidien d'exposition. Vous m'avez parlé. Juste pour dire qu'il reste 5, enfin, Parfait. environ 5 minutes. Ouais, c'est bon. Donc en fait, on note qu'il y a trois quarts des touristes qui passent du temps à bronzer et que seulement 5% des personnes avaient l'intention de diminuer ou d'arrêter cette exposition intentionnelle. Donc maintenant, on en vient aux déterminants. Je ne développerai pas tout, mais en gros, ça nous a permis de déterminer qui étaient les touristes qui se protégeaient insuffisamment. Donc on a vraiment un focus à faire sur les adolescents de 15-24 ans et également les jeunes de 12-14 ans pour ce qui est lunettes de soleil. Les hommes et les femmes, du coup, selon les moyens de protection, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est différent. Les hommes n'utilisent pas assez la crème solaire et les lunettes de soleil, alors que les femmes n'utilisent pas assez le chapeau et le t-shirt. On a une protection insuffisante chez les peaux les plus mates et les moins sensibles au soleil. Chez les personnes à faible niveau d'études, donc avec toujours ce gradient social, des personnes qui vivent au nord, qui évitent moins souvent les heures à risque. Et puis après, on avait aussi regardé le lien avec plusieurs facteurs sociaux, enfin, un peu facteurs psychosociaux, pardon. Donc les connaissances, évidemment, ceux qui avaient le moins de connaissances et le plus de fausses croyances, c'était ceux qui se protégeaient le moins. Les personnes également qui déclaraient aimer s'exposer, se trouvaient plus belles lorsqu'elles étaient bronzées, aimer s'exposer, enfin, rechercher ce bien-être lié à l'exposition étaient évidemment celles qui se protégeaient le moins, celles qui se sentaient pas encouragées également par leur entourage et les personnes qui trouvaient que c'était difficile. On a fait la même chose sur l'exposition intentionnelle, donc est-ce que le temps passé au soleil justement à bronzer, et on retrouve que c'est plutôt les femmes hein, qui ont vraiment cette acquaintance avec enfin, cette attirance vers l'exposition et le bronzage. Les adolescents de 15-24 ans toujours, les jeunes adultes également de 25-34 ans, les personnes plutôt à peau mate, et évidemment celles qui se trouvent plus belles bronzées, mais ce sont celles qui se font bronzer, c'est assez logique. Au niveau de l'efficacité des interventions, ce qu'on a retrouvé, c'est que l'intervention sanitaire, donc basée vraiment sur le phototype, le message cancer, ça permettait d'augmenter la protection plutôt à court terme, mais pas vraiment à long terme.
Et ça permettait également de jouer sur des moyens de protection particuliers comme la crème solaire et les lunettes, mais pas vraiment sur la protection vestimentaire autre. Et que les personnes qui étaient particulièrement sensibles à ce type de message, c'était plutôt les personnes à peau très sensible, donc plutôt très à risque de cancer de la peau, ce qui est très bien, et également des personnes avec des niveaux d'études plutôt supérieurs. Donc ça, c'est tous les types d'interventions que l'on mène aujourd'hui, c'est plutôt basé sur les risques sanitaires, et on voit qu'en touchant les niveaux d'études supérieures, on creuse encore ces inégalités sociales de protection. L'intervention qui était basée, elle, sur l'apparence physique, déjà, elle augmentait la protection à court et à long terme. Et elle permettait également de diminuer l'exposition. Donc, elle jouait à la fois sur la protection et à la fois sur l'exposition. Elle jouait sur des paramètres un peu plus intéressants comme le fait d'éviter midi 16 heures. Et elle touchait des personnes avec une peau sensible, mais également des niveaux d'études moins élevés, donc notamment niveau bac dans notre étude. Donc, ça pourrait être des messages qui pourraient être travaillés pour construire des interventions qui seraient peut-être un peu plus... enfin, où les personnes de niveau social inférieur seraient peut-être plus sensibles. Donc, au final, juste quelques perspectives, on finit sur quelques perspectives. Pour le décideur, donc, notre étude, elle permet de proposer, de renouveler les futures campagnes de prévention grâce à de nouvelles pistes d'action, notamment donc, cibler les 15-24 ans, je l'ai dit, les femmes qui sont plutôt sujettes à l'exposition intentionnelle type bronzage intensif, les personnes socialement moins favorisées, d'intégrer pour cela des messages sur le photovieillissement, d'apporter des connaissances et de diminuer les fausses croyances, puisqu'on voit que ça joue, notamment cette population socialement moins favorisée, de dénormaliser le bronzage aussi, puisqu'on voit que l'attitude positive envers le bronzage, le fait d'avoir vraiment cette attitude positive, ça contribue à la surexposition et à la sous-protection, et notamment des femmes. De déployer des interventions dans différents milieux de vie, scolaires, travail, touristique, sportif, on va le voir un peu tout à l'heure, et par différents canaux médiatiques, et d'encourager des actions locales, notamment la création d'infrastructures et de politiques favorables à la protection solaire. Pour les professionnels de santé, je crois que vous êtes nombreux aujourd'hui à être plutôt dans cette catégorie-là. On a envie de juste encourager la poursuite de la prévention primaire auprès des patients les plus à risque. On a j'ai un peu essayé de dresser un panorama là, des populations qui se sous-protégeaient. Et cela tout au long de l'année, ou alors même en situation d'exposition estivale, si vous êtes une pharmacie sur le littoral et que vous avez des personnes qui arrivent avec des brûlures pour encourager la protection future ou la protection de l'entourage. Et enfin, la dernière slide, en termes de professionnels du tourisme et collectivités du littoral, on a envie d'avoir pour objectif accueillir en protégeant. Donc, et cela, ça passe par l'aménagement des espaces, donc créer des zones d'ombre, c'est vraiment le principal message, et notamment dans les espaces qui sont dédiés aux enfants, de faciliter l'accès aux moyens de protection, donc notamment proposer le prêt ou la vente, faciliter de parasols, de lunettes, de chapeaux, de t-shirts anti-UV, de crème solaire, d'adapter les horaires d'activité au risque solaire. On voit trop souvent encore le concours de pétanque à 13 heures en plein soleil. Et peut-être qu'une réorganisation des activités en fonction des horaires et des lieux d'activité pourrait être proposée. Une sensibilisation des professionnels du tourisme, les maîtres nageurs, animateurs, etc. S'engager également dans une démarche collective et notamment intégrer la protection solaire dans le règlement intérieur. Par exemple, demander aux parents d'amener leurs enfants au club enfants systématiquement avec une casquette et des lunettes et un t-shirt, et sinon ils ne sont pas admis, ou alors en prête. Vraiment, il y a une notion de règlement intérieur, de protection, de démarche collective qui est importante. Et également l'affichage de l'indice UV, puisqu'on l'a vu, ça peut être quelque chose aussi qui peut contribuer à la prise de conscience des individus du rayonnement. Et enfin, évidemment, contribuer à la sensibilisation des touristes en valorisant notamment la protection vestimentaire, puisqu'on l'a vu dans ces circonstances. C'est vraiment une protection qui est sous-utilisée, en étant vigilant aux plus jeunes et aux populations socialement moins favorisées. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Cécile pour la présentation. Donc, on laisse maintenant la parole à Mathieu Gourland et Elsa Javerneau pour la suite. Je vous laisse partager. Oui, bonjour à tous. Bonjour. L'idée, effectivement, pour Elsa et moi, est de vous présenter finalement
les actions qui sont menées par EPIDOR, qui est le département prévention de l'Institut du cancer de Montpellier, avec notamment, vous allez voir, hein, entre action et recherche, l'idée de vous présenter les premiers résultats qu'on a d'une étude de faisabilité sur une action qui s'appelle les épidories du soleil, la semaine des épidories pour être plus exact. Donc l'idée, c'est de vous présenter la démarche à la fois scientifique et également au niveau de l'intervention, et comment les deux, finalement, à un moment donné, viennent se répondre aussi et s'enrichir. Donc, on sera amené à effectivement, on fait cette présentation à deux avec Elsa, moi plutôt sur la partie scientifique et Elsa plutôt sur la partie interventionnelle. Très rapidement, au niveau des constats, hein, je pense que vous commencez à bien saisir l'idée. Je ne vais pas trop m'éterniser sur cet aspect. Comme ça a déjà été très bien présenté précédemment dans les deux présentations précédentes, vous le savez de toute façon, donc les cancers de la peau sont les cancers qui ont un taux d'incidence parmi les plus élevés en France, avec une énorme augmentation des cas de cancer de la peau en France au cours des 40 dernières années. Ça, c'est pour le constat passé. Mais également, en tout cas sur les projections qui sont faites, l'idée que la proportion de cancer de la peau continuera à augmenter en France dans les prochaines années. Donc si vous voulez, il y a un peu le côté, pour donner une image, c'est comme si on était dans un train lancé à pleine vitesse, qui continuait à accélérer, et sur lequel, heureusement, par les actions qui vous sont présentées, notamment aujourd'hui, et qui ont assez bien été résumées par Cécile juste avant, on commençait tout de même à appuyer sur le bouton frein qui n'est peut-être pas encore aujourd'hui suffisant. En tout cas, comme on est sur une maladie chronique ou des effets à long terme, on est voilà, dans cette situation où ça continue de s'accélérer, mais en même temps, on appuie sur le frein, mais on ne sait pas trop quel effet ça pourra avoir, en tout cas au niveau national, au cours des prochaines années. Pareil, comme ça a été très bien exposé juste avant, les enfants sont particulièrement sensibles et vulnérables, je dirais, aux UV et donc au cancer de la peau, et donc d'où l'idée qu'il s'agit d'une population à cibler en priorité au niveau des actions de prévention des risques sur les risques solaires. Ça, c'est pour les problèmes. Au niveau des solutions potentielles, déjà, premier élément, pour nous au niveau de la démarche, hein, mais c'est une démarche, je sais, qui est commune à la plupart des intervenants et chercheurs dans ce domaine-là, essayer de comprendre sur quels facteurs on peut agir, quels facteurs on doit prendre en compte pour essayer de mettre en place ces actions de prévention des risques solaires. Alors, il y a effectivement différents niveaux hein, de facteurs, facteurs individuels auxquels on pense évidemment, le niveau de connaissance des enfants, le niveau de motivation aussi, par exemple, pour se protéger. Cécile en a très bien parlé, les facteurs sociaux, hein, sans répéter, ou en tout cas en répétant juste brièvement ce qu'elle a pu dire. Effectivement, on sait qu'il y a certains indicateurs socio-économiques, notamment vis-à-vis des parents, qui ont un impact sur le niveau de connaissance des parents, des enfants, et sur la tendance qu'ont ces parents à se protéger, mais qui a un impact sur la façon dont ils transmettent ces comportements à leurs enfants. Évidemment, quand on parle de prévention des risques solaires, les facteurs environnementaux sont effectivement également très importants. Cécile en a déjà un petit peu parlé. Par exemple, dans quelle mesure il y a des zones d'ombre dans une cour de récréation. C'est un élément effectivement très important, dont on pourra d'ailleurs discuter après si vous le souhaitez. Et donc, dans ce contexte-là, au niveau donc, d'Épidore, hein, qui est le département de prévention de l'Institut du cancer de Montpellier, on a développé la semaine des épidories, hein, qui sont en fait 4 séances d'animation qui sont réalisées par les professeurs des écoles auprès d'enfants âgés de 7 à 11 ans, en tout cas au niveau de l'étude qu'on a menée, et qui sont basées sur un modèle théorique de changement de comportement qui s'appelle le modèle de capacité, opportunité, motivation, comportement. Je le présenterai dans quelques instants. Et comme je vous disais, au niveau de quand on s'est présenté avec Elsa, il y a vraiment deux objectifs là, sur lesquels nous on va surfer avec Elsa. Il y a l'objectif de la semaine des épidories. Très clairement, c'est de promouvoir les comportements de protection et de non-exposition au soleil auprès des enfants âgés de 7 à 11 ans en ce qui nous concerne au niveau des enfants sur le département de l'Hérault. Et l'objectif de l'étude de faisabilité qu'on a menée, qui était tout simplement de tester l'impact de cette semaine des épidories, à la fois sur les comportements de protection solaire des enfants et sur les variables du modèle théorique
que je vais vous présenter maintenant. Sans vous faire un cours théorique, l'idée, c'est que donc on s'est appuyé sur ce modèle pour développer notre semaine des épidories. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, ce modèle s'appelle le modèle de capacité, opportunité, motivation, développé par Mickey et ses collaborateurs. Mickey et collaborateurs, hein, c'est une équipe anglophone, anglaise même pour être exact. Et donc, d'après ce modèle, nos comportements, notamment de santé, sont influencés par trois facteurs. La capacité. Alors, la capacité, qu'est-ce que ça veut dire en français, hein, ou en tout cas plus concrètement? C'est ce que les gens savent ou peuvent faire vis-à-vis d'un comportement. Très concrètement, c'est juste une précision importante, c'est ce que les gens peuvent faire concrètement. D'accord? C'est pas la confiance en soi. Vous voyez, le terme capacité peut être un peu trompeur. Là, vraiment, c'est ce que les gens sont concrètement capables de faire. Et typiquement, pour les enfants, ce qu'ils sont capables de comprendre vis-à-vis, par exemple, des risques de prévention solaire. Deuxième déterminant, l'opportunité. Là, ce sont tous les éléments liés à l'environnement social et l'environnement physique qui facilitent l'adoption du comportement. Dernier facteur, les motivations. Hein, là, ce sont plus les facteurs individuels, ce sont tous les facteurs internes qui facilitent l'adoption du comportement. Et donc, comme vous le voyez sur la diapositive, d'après ce modèle-là, pour que finalement toutes les planètes s'alignent et qu'on adopte un comportement, eh ben, il faut développer la capacité, les facteurs environnementaux liés à l'opportunité et les facteurs individuels liés à la motivation, sachant que d'après ce modèle, la motivation joue vraiment un rôle central puisque capacité et opportunité jouent aussi sur la motivation. Hein. Quand je me sens, j'ai la capacité à adopter le comportement et que je vis dans un environnement qui le favorise, ça développe ma motivation, en tout cas d'après ce modèle. Donc ça, ce sont les facteurs. Au niveau de chaque facteur, vous avez des variables. D'accord? Et donc, du coup, pour la capacité, par exemple, vous avez le niveau de connaissance des enfants. Pour les aspects motivationnels, vous avez les attitudes, hein, perception positive ou négative qu'on a vis-à-vis d'un comportement, l'auto-efficacité, c'est-à-dire la confiance en soi, les motivations, Cécile en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, hein, avec assez peu de personnes qui avaient l'intention, la motivation pour ne moins s'exposer au soleil. La susceptibilité perçue, c'est en gros les risques perçus. Pour l'opportunité, vous avez notamment le niveau de connaissance des parents et les normes subjectives. Et donc, très concrètement, pourquoi je viens de passer 3-4 minutes à vous présenter ce modèle? C'est parce que finalement, notre semaine des épidories auprès des enfants, dans ce que Elsa va vous présenter dans la diapositive juste après, mais en fait, chaque contenu de la semaine des épidories est centré sur au moins une de ces variables liées à un de ces trois facteurs. Chaque séance, on essayait de développer les connaissances ou les motivations ou les normes subjectives, etc. Dernier élément à savoir, ça c'est un petit peu secondaire, sachez que c'est un modèle, hein, on n'a rien inventé en utilisant le COM-B, un modèle largement utilisé dans la littérature scientifique auprès de différents comportements de santé. Il a notamment été beaucoup utilisé dans les années 2020, hein, il y a quelques années, pour mieux comprendre les règles d'hygiène, enfin le respect de la distanciation sociale ou des règles de pratique d'hygiène au moment du Covid. Hein. Ce sont les dernières références scientifiques que vous avez tout en bas. Et donc maintenant, je passe la parole à Elsa où l'objectif va être maintenant de vous présenter, moi je vous ai présenté finalement un peu la théorie, et l'objectif d'Elsa, c'est finalement comment on passe de la théorie à la pratique, comment on fait vivre concrètement, hein, c'est bien beau d'avoir une théorie, mais comment on la fait vivre concrètement dans les écoles au niveau de la semaine des épidories. Merci. Alors, toujours dans la même continuité, donc là, pour vous expliquer la semaine des épidories, mais voilà, d'un point de vue davantage terrain. Donc, c'est une semaine qui a cette année été organisée entre le 19 et le 23 mai. C'est un événement qui est organisé par Épidore en partenariat avec l'Académie de Montpellier, donc bien sûr sur la thématique des risques solaires et qui a lieu donc voilà chaque année où du coup les enfants ont accès à différents supports. Donc les enseignants qui sont intéressés peuvent s'inscrire et alors ils reçoivent un kit avec un guide pédagogique pour les accompagner, également du matériel pour mener des expériences et un carnet de route pour les enfants ainsi que des affiches, des flyers pour le lien avec les familles.
Donc, pour entrer un peu plus en détail, pour vous permettre de visualiser, donc par exemple, la première séance a comme objectif pédagogique de comprendre que le soleil est bénéfique, mais aussi ses effets négatifs, prendre conscience de son comportement face au soleil et aussi de tous les moments où on est exposé au soleil. Donc, c'est un petit peu plus sous format brainstorming avec les enfants et bien sûr avec des débriefs des enseignants. La séance 2, donc par rapport à la sensibilité au soleil, donc c'est pour découvrir le phototype, donc on n'a pas la même sensibilité au soleil. Les enfants peuvent calculer avec des scores leur phototype, mais bien sûr avec la conclusion que quoi qu'il arrive, tout le monde doit se protéger. Il y a également un petit jeu qui est fait à l'extérieur, le jeu de l'ombre, donc où il y a un bâton où les enfants peuvent aller regarder à chaque heure son évolution, mettre un petit tracé pour comprendre le mouvement du soleil. La séance 3, donc là, l'objectif pédagogique est de découvrir les rayons ultraviolets. Donc, qu'est-ce que c'est? L'indice UV, comment il est influencé, de comprendre les variations de la puissance du soleil, donc selon le moment de la journée, selon le moment de l'année et là où on est sur Terre. La séance 4, donc là, a un but d'informer, de tester les différents moyens de protection solaire, de les hiérarchiser. C'est également le moment d'utiliser une petite montre UV qui est fournie dans le matériel qu'on envoie aux enseignants, où on voit en fait l'intensité en instantané de l'UV et où les enfants peuvent tester, par exemple, de mettre de la crème solaire dessus, qu'est-ce que ça devient si on met un tissu dessus, si on la met à l'ombre, voilà, pour comprendre un petit peu les effets des UV. Dans ce carnet de route qu'on fournit, il y a également des prolongements des séances, donc par exemple avec d'autres activités comme des quiz, des challenges aussi à réaliser en famille. Donc ça, c'est principalement donc, dans l'Académie de Montpellier, donc pour des classes d'un niveau élémentaire, donc sur la zone de l'Hérault. Je vous laisse la main. Merci beaucoup, Elsa. Donc voilà, Elsa vient de vous présenter très concrètement le contenu de la semaine des épidories. Donc vous voyez, avec ce côté très concrètement, qu'est-ce que ça donne, comment on fait vivre notamment cette théorie. On rebascule quelques minutes sur le côté recherche maintenant. Je réexpose sur les aspects liés à la recherche, comment on a fait pour évaluer finalement hein, cette semaine soleil, puisque d'un point de vue de l'étude de faisabilité qu'on a menée, c'était l'objectif. Bon, je ne vais pas passer des heures hein, sur la diapo. Schéma assez classique, design assez classique que vous voyez sur la diapositive. Je précise juste, c'était une étude de faisabilité, donc c'était un essai contrôlé, c'était pas un essai randomisé. D'accord? Il n'y a pas eu de tirage au sort au niveau des écoles, du groupe contrôle et du groupe intervention, juste un lien qu'on a eu avec le rectorat de l'Académie de Montpellier pour avoir deux groupes comparables. Hein. On leur a expliqué, on comprenait les limites, on ne pouvait pas mettre en place de randomisation, mais notamment en termes d'indice de défavorisation, hein, Cécile en a un petit peu parlé tout à l'heure, qu'on puisse comparer les deux groupes au niveau des caractéristiques des écoles et des élèves. Et donc, très concrètement, la semaine des épidories que vient de vous présenter Elsa, donc effectivement, a lieu dans le courant du mois de mai. Qu'est-ce qu'on a fait? On est passé au mois d'avril dans les classes du groupe intervention et du groupe contrôle. Et en fait, on a fait passer un questionnaire aux élèves qui mesurait toutes les variables du COM B que je vous ai présenté tout à l'heure, plus le comportement de protection solaire. Le mois d'avril passe, le mois de mai passe, et au mois de juin, on repasse dans les classes des deux groupes et on repasse de nouveau le questionnaire. Et vous me voyez arriver, le but du jeu est évidemment de voir dans quelle mesure il y a eu une évolution distincte en fonction des classes et des élèves du groupe intervention par rapport au groupe contrôle. Du coup, là, je vais passer plutôt rapidement. Si jamais vous vous posez la question, comment on fait, hein, comment on mesure très concrètement, avec les forces et les faiblesses qu'ont ce genre de méthodologie. Hein. Cécile en a un petit peu parlé tout à l'heure, on est sur de l'auto-rapporté. Donc on s'appuie tout simplement hein, sur la littérature scientifique. Cécile en a un petit peu parlé tout à l'heure. Les Australiens hein, sont particulièrement avancés à ce niveau-là et une partie effectivement des questionnaires s'appuie sur des équipes australiennes. Je pense notamment à nos questionnaires sur les attitudes. Et donc on interroge les enfants finalement hein, sur les différentes variables avec une traduction, tout un comité qui s'est réuni pour s'assurer que les items étaient adaptés, etc. Donc sur chacune des variables du COMB, attitude, auto-efficacité, intention, susceptibilité perçue, niveau de connaissance, normes subjectives.
J'ai mis connaissance des parents. En réalité, c'est perception de la connaissance des parents. On pourra en rediscuter au niveau des limites de cette étude. Comportement de protection solaire. Juste vous dire derrière, ben, on fait des analyses statistiques. Je vous rassure, je vais pas vous. C'est des termes un peu barbares là. Je vais pas vous faire un cours de statistiques. L'idée, c'est juste, effectivement, on essaie de voir la différence d'évolution. Donc, on fait statistiquement ce qu'on appelle un modèle mixte. Ça peu importe, je dirais. C'est surtout, élément important sur lequel je veux insister, on a essayé également de calculer ce qu'on appelle la taille des effets. Alors, terme un peu barbare, c'est juste pour vous expliquer. Au-delà du fait de voir le niveau de significativité, dans quelle mesure il y a une différence d'évolution entre les deux groupes que vous allez voir dans quelques instants, la taille des effets, c'est un indicateur statistique qui nous permet de, quelque part, quantifier l'ampleur de la différence. Au-delà du fait de dire est-ce que c'est différent, est-ce que la différence est importante, moyenne ou modérée. Et comme vous voyez sur la diapositive, lorsque le D, le petit D que vous verrez, est inférieur à 0,5, c'est que l'effet est faible. Quand il est inférieur à 0,8, c'est que l'effet, enfin entre 0,5 et 0,8, c'est que l'effet est modéré. Et supérieur à 0,8, c'est qu'il est important. Ça, c'est assez important pour nous parce que ça nous permet un petit peu de quantifier et de modérer finalement, au-delà de la significativité, d'avoir une idée de l'ampleur de l'impact, quand bien même il serait significatif. Au niveau de notre population qui a participé à cette étude de faisabilité, je vais passer très rapidement. C'est ce qui est important, surtout en bas, 358 élèves âgés en moyenne de un peu plus de 9 ans et demi, avec un équilibre entre garçons et filles, quelques perdus de vue entre le premier et le second temps de mesure, ça c'est tout ce qui est tout ce qui est plus classique. Bon, tableau un peu barbare, je vais vous aider à le lire et surtout, c'est surtout la diapo suivante qui va être importante. On a eu un effet significatif sur le comportement de protection solaire. C'est le résultat qui vient d'être encadré, avec surtout le plus important, un D de Cohen à 0,30, c'est-à-dire un effet statistiquement significatif mais faible. On a également eu un impact significatif sur l'évolution des attitudes, avec un D de Cohen à 0,20, donc faible, et également un impact sur les connaissances, avec un effet significatif, et cette fois un D de Cohen important, enfin un effet important avec un D de Cohen à 0,99. Alors si comme moi, vous avez une mémoire plus visuelle, c'est pour ça que je passe relativement rapidement sur cette diapositive, ça vous permet de voir, quand je vous disais le but du jeu c'est de comparer la différence d'évolution, voilà ce que ça donne très concrètement d'un point de vue graphique, et vous voyez bien quand je vous parlais d'ampleur d'impact, vous regardez sur les attitudes, je précise, il n'y a pas de différence significative à T1, c'est au niveau de la précision de l'échelle que ça renvoie cette idée-là. On a finalement une différence, vous voyez, il y a bien une différence d'évolution, mais qui est au niveau des pentes un peu plus faible, et puis sur les connaissances, où l'effet a été plus important, davantage marqué, on a une différence au niveau des pentes qui est plus importante. D'accord? Donc, au final, un impact significatif sur la tendance qu'ont les enfants à se protéger, les attitudes qu'ils ont vis-à-vis du fait de se protéger et le niveau de connaissance. Alors ça, très concrètement, si on le discute un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Semaine des épidories, pendant une semaine, mise en place par les enseignants, avec un impact significatif sur les trois variables que je viens de vous présenter. Si on prend un peu de recul, finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, déjà, bonne nouvelle, on a un impact significatif sur les comportements de protection solaire. Pour nous, une des bonnes nouvelles, c'est qu'il s'agit d'une des premières études qui porte sur des enfants de cet âge-là. Donc ça, cocorico, très bien, c'est quand même un premier indice, c'est qu'une étude de faisabilité, ça reste une bonne nouvelle. Sachez-le, vous l'avez peut-être vu, vous êtes peut-être fait la remarque, nous n'avons mesuré dans cette étude que les comportements, et Cécile en a parlé tout à l'heure, nous, les comportements de protection, et pas nécessairement les comportements de non-exposition, notamment le fait de rester à l'ombre, par exemple, entre midi et 16 heures. Alors je précise bien, on a tenté de le mesurer, c'est qu'au niveau de nos analyses préliminaires, ça n'a rien donné, on n'a pas pu faire ressortir en fait finalement un score, on a sans doute commis une erreur, notamment au niveau de la complexité des items qu'on mesurait, ça ne reste que des enfants âgés de 7 à 11 ans, c'est une perspective que l'on a pour la suite. Ensuite, les résultats que je vous ai mis en avant rapportent également un impact significatif sur les connaissances, avec un effet important. Pour nous, c'est une bonne nouvelle. C'est un peu la base de la semaine des épidories, même si on sait que les connaissances sont importantes et sont même indispensables, mais pas toujours suffisantes. C'est pour ça qu'on a utilisé le COM B, c'est qu'on sait qu'il y a d'autres variables, notamment motivationnelles ou liées à l'environnement, qui sont également importantes. Et là, on a eu un impact, alors certes faible, mais un impact significatif sur les attitudes. Très concrètement, ça veut dire qu'on a réussi même en l'espace d'une semaine, à commencer à reconstruire finalement
la perception qu'ont les enfants au niveau du soleil et, sans passer du tout positif au tout négatif, à nuancer un petit peu au fait que les enfants associent le soleil à certains risques, en tout cas en fonction de certaines heures d'exposition ou l'importance, en tout cas, de se protéger de certains risques potentiels du soleil. On a conscience, ceci dit, que ça reste des enfants âgés de 7 à 11 ans, que typiquement, vous voyez, on repasse un an après, ça reste à voir dans quelle mesure on a réellement eu un impact à long terme sur les attitudes. Ensuite, dernier élément là-dessus, ben, on a eu un impact sur les connaissances et les attitudes. En tant que scientifique, on se doit aussi de reconnaître qu'on n'a pas eu d'impact sur les autres variables du COMB et qu'on doit sans doute essayer de faire évoluer notre semaine des épidories pour essayer d'avoir davantage d'impact sur d'autres variables théoriques. Pour finir sur la recherche, juste vous dire, je ne vais pas trop vous endormir avec mes histoires, on a encore des analyses à faire, hein, notamment ce qu'on appelle des effets de médiation, c'est-à-dire confirmer le modèle que je vous ai présenté il y a quelques instants. Il y a l'idée de, bah, là, finalement, ça reste intéressant, mais c'est sur 358 enfants. Vous allez voir, Elsa va vous en parler juste après. On met en place la semaine des épidories sur des milliers d'enfants. Donc, essayez de tester à plus grande échelle cette intervention. Tester les impacts de la semaine des épidories à long terme. Ce que j'entends par long terme, c'est sur plusieurs années. Et aussi voir à long terme, une fois que l'intervention est terminée, dans quelle mesure il y a un maintien des effets. Il y a essayer de mesurer ce que font concrètement les enseignants, hein, parce que bah, oui, ils sont importants, mais aujourd'hui, on n'a pas vraiment de retour sur ce qu'ils arrivent concrètement à mettre en place, et essayer de développer un peu plus notre séance de soutien liée aux parents. D'accord? On a conscience que c'est important, mais on a conscience aussi des limites que peuvent avoir ce genre d'action sur les parents pour ne pas creuser les inégalités sociales de santé. On pourra en parler après. Je passe la parole à Elsa, qui du coup, au-delà de cette recherche, va mettre un petit peu en perspective au niveau des actions globales que l'on met en place à Épidore, au niveau de la semaine des épidories et au niveau des autres actions que l'on mène en parallèle. Merci. Alors, pour prendre le relais, toujours sur la semaine des épidories, mais cette fois-ci plus par rapport aux chiffres. Donc, la semaine des épidories, on l'a débuté en 2018. Nous ouvrons les inscriptions à 200 classes donc, de l'Académie de Montpellier. Nous les limitons également. Donc, cette année, pour représenter un petit peu, ça correspond à 4569 élèves, donc du CP au CM2, donc soit à peu près des enfants de 7 à 11 ans. Et à la suite de cette semaine, donc c'est un peu sous un format récompense, nous tirons au sort 4 classes. Donc ça, c'est la journée des épidories qui a commencé initialement en 1997. Donc là, c'est la 28e édition qu'on a fait il y a un peu moins de 2 semaines. Donc c'est 90 enfants qui viennent directement dans nos locaux à Épidore. Donc sur nos espaces pour pouvoir participer à des ateliers, bien sûr, autour des effets du soleil. Aïe, 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 qu'est-ce qui se passe? Oui, C'est bon. c'est bon. Alors, donc, nous avons mis des petites photos pour que vous puissiez visualiser. Donc, hop, je peux revenir en arrière. Ouais, on a des petits Je soucis avec suis notre pas PowerPoint. très douée en informatique. Non, Donc, voilà. ça rate un Alors, petit peu. c'est des petites photos donc, pour vous illustrer nos ateliers. Donc, par exemple, premier atelier qui est animé par une docteure dermatologue. Le jeu du professeur tournesol, c'est des petites questions interactives qu'on fait avec les enfants qui peuvent répondre à l'aide d'une télécommande numérique en direct. Ensuite, on a le jeu des explorateurs du soleil, donc là qui est aussi divisé en petits ateliers. Donc il y a un premier, le four solaire. Donc ça, c'est un dispositif avec plusieurs miroirs qui servent à capter l'énergie du soleil pour montrer aux enfants. Donc il y a un petit carton qui se brûle. Bien sûr, ils sont accompagnés. Ensuite, on a une map monde. Donc ça, c'est une carte géante, une carte terrestre, où on donne aux enfants différentes photographies avec différentes populations à travers le monde qui se protègent de manière différente et les enfants doivent les replacer pour trouver chaque pays, mais bien sûr avec en conclusion, quel que soit là où on est dans le monde, on doit se protéger. Il y a également une banderole sur le thème Dessine-moi le soleil et ses moyens de protection.
Donc là où les enfants peuvent s'exprimer, exprimer leur représentation par rapport au soleil, mais surtout pour dessiner tout ce qu'ils ont retenu par rapport à la semaine des épidories qui a eu lieu juste avant. On a également en atelier un jeu de loi géant, donc là en lien avec la Ligue contre le cancer. Donc le jeu de loi ensoleillé, c'est une version adaptée du jeu de loi classique, mais avec des questions sur différentes thématiques du soleil qui correspondent aux différentes cases, aux différentes couleurs de cases qu'il y a sur cette grande bâche. Et après, on a un dernier atelier en lien avec Hérosport. Donc, on explique un petit peu aux enfants quand ils arrivent une petite histoire. Aujourd'hui, vous allez partir en randonnée, mais vous allez devoir constituer votre sac à dos parce qu'il fait très chaud aujourd'hui, qu'il y a beaucoup d'indices UV. Et donc, en fait, les enfants font des petits parcours sportifs où, à la fin, ils devront constituer donc leur sac avec du matériel adapté. Et bien sûr, pour que ça soit plus drôle, il y a aussi également des petits intrus, du matériel qu'ils doivent éviter. Et bien sûr, à chaque fois avec des petits débriefs, même si bien sûr, l'idée, c'est que ça soit une journée récompense où les enfants s'amusent. Comme Mathieu vous l'a dit, en dehors donc, de la semaine et de la journée des épidories, on mène aussi d'autres projets, et notamment tout au long de l'année, on anime des séances donc, sur notre espace ludo-éducatif qui est juste en haut de nous, comme une petite version d'une cité des sciences, où on a un espace réservé au soleil et on accueille des enfants entre 3 et 6 ans, donc des maternelles, pour leur faire des petites animations donc, avec leur classe. Donc là, très rapidement, c'est toujours voilà, un but de montrer aux enfants d'un plus jeune âge les effets bénéfiques, négatifs du soleil, mais également les recommandations en termes de protection solaire. On parle également de notions de l'ombre. On fait plein de petits ateliers manuels avec eux, toujours voilà, en lien avec la thématique. Et en dehors de tout ça, on a d'autres projets et actions qu'on mène, donc là en lien avec l'Agence régionale de la santé par rapport au plan cancer 2021-2030. Donc pour agir directement, on réalise des petits ateliers parents-enfants. Donc là, c'est lors d'événements, de forums, de journées particulières dans l'Hérault et même en dehors. Et également, nous formons ou animons des conférences, donc là ou avec des étudiants ou des professionnels autour principalement de la petite enfance, mais pas que. Et lors de ces formations, donc on sensibilise bien sûr aux effets du soleil, mais surtout on donne des solutions adaptées et les recommandations pour qu'ils puissent utiliser directement dans leur institution, par exemple des crèches ou autres. Et également, on leur donne et communique sur des outils pédagogiques un peu plus concrets. Donc voilà, pour que vous puissiez visualiser un peu plus nos actions. Et voilà, si vous voulez nous contacter, nous avons laissé un petit peu nos coordonnées. C'est tout bon Très pour nous. bien, merci. Oui, on va laisser la parole à notre dernière intervenante. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter une opération qui est organisée et financée effectivement par l'ARS d'Occitanie, donc l'Agence régionale de santé en Occitanie, et que nous animons du coup en partenariat. Donc moi, je fais partie du C2DS. Je fais partie de Primum Nanocéré, pardon, et nous l'animons en partenariat avec le C2DS. Du coup, c'est un petit peu le retour expérience de cette tournée de sensibilisation qui a eu lieu en 2024 et qui s'appelle Bon été, bon réflexe et qui a lieu sur l'ensemble du territoire d'Occitanie. J'ai préparé du coup ma présentation avec ces parties-là. Donc, la tournée découpée en les objectifs de la tournée et les moyens de la tournée, la formation d'animateurs relais sur le territoire, le bilan et un coup de projecteur sur l'atelier les risques du soleil, puisque du coup, ce n'est pas la seule thématique que nous abordons lors de cette tournée Bon été, bon réflexe.
Donc, pour nous présenter rapidement, donc, le C2DS est une association qui a été créée en 2007 et qui est tournée principalement sur le secteur sanitaire et médico-social. Au travers de ces différentes missions, donc elle informe et sensibilise les professionnels de santé aux enjeux du développement durable. Elle met aussi à disposition des boîtes à outils, des formations, une veille réglementaire et elle permet de collecter également les bonnes pratiques de terrain qui peuvent être inspirantes et duplicables sur d'autres structures. Son objectif, du coup, c'est de collecter, diffuser les bonnes pratiques des établissements sanitaires et médico-sociaux en termes de développement durable et de les diffuser au plus grand nombre. De notre côté Primum Non Nocere, on a une entreprise, on a une agence qui a été créée en 2009, société à mission depuis 2020. Donc notre mission, c'est de promouvoir un développement pérenne préservant l'environnement et la santé de chacun. Là également, on intervient principalement sur le secteur de la santé avec plus de 1000 structures accompagnées. Et on est une agence de conseil en RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises et des organisations, avec une particularité aussi, c'est la promotion de la santé environnementale, notamment au travers de certaines formations ou sensibilisations relatives à la prévention en santé. On a également créé un label de qualité THQSE qui est reconnu au niveau européen pour valoriser les démarches des établissements. Si je fais un focus maintenant sur la tournée et ses objectifs, il faut savoir que c'est une tournée qui est mise en œuvre depuis 2021. Donc, elle a changé de nom entre-temps. Au départ, on parlait c'était Un été sans souci. Et depuis 2 ans maintenant, c'est Bon été, bon réflexe. Notre objectif, c'est vraiment de diffuser des messages de prévention santé sur des dangers qui sont présents en été et d'essayer de relayer de façon positive les bons réflexes. C'est-à-dire d'être pas dans un discours forcément culpabilisant, mais au contraire, d'essayer de changer les mentalités et les gestes vraiment de façon sereine. On intervient sur toute l'Occitanie. On garantit une présence sur les 13 départements. Alors généralement, on a 3 interventions sur les départements du littoral, donc Pyrénées-Orientales, Gard, Hérault. Et on intervient également sur plus dans les terres, mais un peu moins d'intervention puisqu'on n'en fait que 2. On adapte notre discours face à tout type de public. Puisqu'effectivement, on peut à la fois accueillir plutôt des seniors, plutôt des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, des familles. Donc on essaye d'adapter au maximum notre discours, donc au type de public, mais aussi aux caractéristiques du département. Pour donner un exemple, quand on est sur les départements du littoral, quand on va parler de la prévention solaire, on va plutôt parler effectivement des activités baignades, justement de la bronzette qu'on fait sur les plages, ou dans les campings, tandis qu'on est plutôt dans les terres. On va aborder ce sujet-là au regard effectivement de certaines zones de baignade qui peuvent exister sur les rivières ou les lacs, mais on va aussi aborder la partie sur tout ce qui est randonnée, actions sportives, un petit peu balade à vélo, etc. On est vraiment sur de l'aller vers. C'est-à-dire qu'on se rend donc sur nos différentes interventions et on va vers les vacanciers, mais aussi les locaux, pour leur rappeler les bons messages. Donc là, c'était vraiment par rapport à la tournée qu'on fait du coup sur les 2 mois d'été, donc juillet et août. Et en amont, en 2024, ce qu'on a fait également, c'est de former un maximum de personnes relais sur tous les départements, afin qu'elles puissent justement démultiplier ces actions et l'animation d'ateliers en totale autonomie, parallèlement à notre tournée. Bien évidemment, c'était aussi l'objectif de faire monter en compétence des acteurs de chaque département sur les thématiques. Les moyens du projet, on a 5, comme je le disais, on ne parle pas que de la prévention solaire, on a 5 ateliers qui se veulent tous participatifs et ludiques. On essaye d'être repérable de loin avec du matériel qui est adapté. On a une arche, on a des tables, des barnums, etc. On a aussi un véhicule qui va être siglé. On a un espace informatif qui est relatif aux autres risques qu'on peut avoir, hein, donc IST, alcool, tabac, etc. On donne des goodies, on essaye ça attire souvent un petit peu de monde de proposer des goodies et bien évidemment, on les a aussi adaptés puisqu'on propose principalement des casquettes et des chapeaux. Et on a 2 animateurs qui sont entièrement dédiés pendant l'été sur ces animations.
Au niveau des ateliers, donc je ne vais pas, faire un focus, en détaillant exactement comment, nos ateliers sont organisés sur chacune des thématiques. Je reviendrai plus spécifiquement sur celle du soleil par la suite. On aborde la thématique des baignades, du risque de la baignade, donc pour maîtriser les consignes pour une baignade en toute sécurité. Sur le soleil, bien évidemment, c'est tout l'objet de cette intervention. Donc connaître les effets du soleil, reconnaître les situations à risque, savoir comment se protéger efficacement et comment savoir reconnaître une tâche suspecte. On parle aussi du sucre, hein, puisque c'est généralement l'été, les petits moments, où on fait, peut-être un peu moins attention à notre, alimentation et l'idée là, c'est de connaître, de pouvoir diffuser les recommandations relatives à la consommation de sucre, de repérer les sucres cachés dans les petits plaisirs de l'été et d'identifier les quantités de sucre dans, les boissons et plus généralement dans les aliments qu'on consomme. On parle aussi des moustiques tigres et des tiques qui sont, pour les moustiques tigres, absolument partout dans notre, belle région d'Occitanie et l'objectif là aussi, c'est de connaître et mettre en œuvre des actions de prévention, pour éviter la prolifération du moustique tigre, sensibiliser aux bons gestes pour prévenir les piqûres de tiques et également ce qu'il faut faire si on a été piqué par une tique. Et un dernier atelier sur le sport et santé pour connaître les recommandations pour un mode de vie plus sain et connaître aussi les règles d'hygiène en matière d'exercice physique. Ce qu'on, peut distribuer, c'est des fiches bons gestes. Donc pour chaque, atelier abordé, on diffuse, une fiche bons gestes. Elles sont toutes disponibles sur le site, de l'ARS Occitanie, et on les met aussi à disposition, en numérique au travers d'un QR code. Au niveau de l'autre objectif qui était la formation, donc on a formé des animateurs relais dans les départements de l'Occitanie. Donc c'est l'ARS Occitanie qui a diffusé, au travers de ses, délégations départementales, les informations de cette formation et on a réalisé du coup 13 formations, sur, mai et avril, 2024. Sachant que sur les 13 formations, on n'a pas touché tous les départements, on en a réalisé 13 pardon sur 11 départements, puisque c'était plutôt puisqu'on en a réalisé plusieurs dans certains départements. On a formé en tout 140 personnes et on a distribué 40 kits. Donc ce que j'appelle là les kits, c'est vraiment nos kits d'animation, c'est-à-dire qu'on a fourni, nos outils d'animation, aux personnes qui étaient formées, enfin aux structures auxquelles appartenaient les personnes qui étaient formées. Vous avez sur ce diaporama enfin sur ce petit camembert, la répartition un petit peu du type de personnes que nous avons pu former. Si on fait le bilan de la tournée, on a touché un peu plus de 2 900 personnes, donc on a un plus 25 par rapport à l'édition de 2023 avec des moyens identiques et le camembert qui vous est présenté, c'est un petit peu les types, d'événements ou de lieux auxquels on a pu participer. Donc des fois, pouvait se greffer quand la ville avait déjà, un événement qui était prévu. On intervient aussi beaucoup sur les marchés. On intervient sur les zones de baignade, pardon, les mers, les lacs, les rivières. Un peu moins parce que, par exemple, quand on a pu se rendre compte au travers des années que quand on était, en bord de mer, les gens venaient pas forcément, nous voir puisqu'ils étaient plus, concentrés sur, la baignade ou la bronzette, ce qui nous amenait à être plus, encore plus vraiment dans l'allée vers pour aller échanger avec eux. Par contre, dans les zones de baignade, là où ça peut, par contre bien marcher, c'est vraiment dans tout ce qui est, parc de loisirs, où les gens sont un peu plus, réceptifs, et plus volontaires pour participer aux ateliers. Et enfin, on a pu aller sur des villes ou des lieux, touristiques, sans forcément événement particulier. Donc on a fait, 34 villes dans 13 départements de l'Occitanie avec plus de, 6 000 kilomètres pardon, parcourus pendant ces 2 mois. On a aussi réussi à récupérer le bilan de la tournée pour les personnes relais. Donc, on a 59 ateliers qui ont été démultipliés avec la formation de plus de 3 500 personnes. Ce qui, montre, l'intérêt d'avoir formé des animateurs relais sur le territoire puisque ça augmente totalement, du coup, le nombre de personnes qui ont pu être sensibilisées, à ces thématiques-là. Si je fais un focus sur, l'atelier du soleil, donc comme je le disais, on a essayé du moins de, proposer des ateliers qui se veulent ludiques et participatifs. Donc pour le soleil, on a, constitué une nappe,
qu'on appelle la nappe des dangers du soleil. Donc là, tout ce que vous voyez ici, donc avec un petit encart sur les ultraviolets et leurs impacts, une partie explicative aussi sur les index, sur l'index UV, les effets à court terme et les effets à long terme. Toutes ces parties-là, quand on réalise l'atelier, elles sont masquées, donc c'est-à-dire que la personne ne les voit pas et on va échanger avec elle. Nous, on est vraiment dans de l'aller vers et de l'échange, et du coup, on va lui poser des questions sur ce qu'elle sait des ultraviolets, ce qu'elle sait de leurs impacts, si elle connaît l'index UV et si elle, sait ce qu'il signifie. Est-ce qu'elle en a juste entendu parler? Est-ce qu'elle est capable de nous l'expliquer ou autre? Et ensuite, on va, échanger avec lui sur les moyens de prévention ou sur ce qu'il faut faire, pour se préserver en fonction de l'index UV. Et ensuite, on va aussi lui poser des questions sur quels sont pour lui les effets à court terme, pour lui les effets à long terme. Et chaque fois qu'il aura donné une bonne réponse, entre guillemets, on va rendre visible du coup l'effet qu'il a mentionné en donnant une petite explication. Et donc là, c'est aussi un point où je veux revenir, c'est l'importance qu'on accorde aussi à adapter notre discours. On ne va pas utiliser les mêmes termes ou avoir la même approche en termes d'animation si on s'adresse effectivement à un adolescent, un jeune adulte ou un enfant de 7 ou 8 ans, par exemple. Une fois qu'on a échangé sur vraiment, on va dire, les définitions des risques du soleil, on va l'interroger sur, donc vous voyez, il y a des personnages, on va l'interroger sur la situation de ces personnages-là et l'interroger sur si, à, à son avis, les personnes qu'il voit sont bien protégées ou pas. Et s'ils ne sont pas bien protégés, du coup, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Donc, on va retrouver des enfants, on va retrouver des jeunes adultes, on va retrouver là également des familles. Et on a aussi tenu à ce qu'il y ait plusieurs phénotypes représentés pour évoquer aussi cette partie-là, puisque des personnes qui vont avoir plutôt tendance à facilement bronzer vont moins se protéger qu'une personne qui a la peau extrêmement claire et qui réagit mal au soleil. Donc ça nous permet aussi de rappeler quelques éléments par rapport à cette différence-là. On a du coup un espace, donc là c'est plutôt la mer, mais on a tenu aussi à avoir un espace, du coup il n'y a pas de zone de baignade. En fait, pour expliquer que l'exposition au soleil, elle se fait, à tout moment. Elle peut se faire en tout cas à tout moment, puisque les gens ont souvent conscience qu'ils s'exposent au soleil et que le soleil peut être dangereux quand ils sont sur la plage ou quand ils sont sur un lac ou dans une rivière et où ils vont justement à ces endroits-là dans une optique de se mettre au soleil, de bronzer, et cetera. Et qu'il y a un peu moins on s'en rend un petit peu moins compte de cette exposition-là quand on va promener son chien, par exemple, quand on va se balader, faire un pique-nique, faire du vélo ou avoir une activité sportive. On a moins tendance, effectivement, à se dire qu'on s'expose au soleil et que là aussi, on est dans une situation qui est à risque. Pour des questions de visibilité, puisque on ne voit pas forcément très en détail sur la nappe, voilà, j'ai pris des photos un peu plus zoomées des parties qui sont masquées, donc par rapport aux ultraviolets et par rapport surtout à l'index UV, où on va voir que rattaché à chaque index UV est précisé du coup le type de protection qui doit être porté, donc avec chapeau, t-shirt, lunettes, crème solaire et plus, plus l'index UV augmente, plus la nécessité justement de se protéger. Sur les effets à court terme, on va revenir sur du coup les risques pour les yeux, les risques pour les brûlures et les coups de soleil et les effets à plus long terme où on va revenir un petit peu plus en détail sur ces éléments-là. On a aussi un totem qu'on utilise. Alors
Voilà, on a un totem ici qui est à disposition puisque on peut des fois les gens n'ont pas forcément de temps pour rester avec nous et pour faire vraiment tout l'atelier. Donc on a aussi, plusieurs circuits pour quand même diffuser les messages, qui sont pour nous vraiment essentiels. Donc on s'adapte aussi, au à la disponibilité de la personne et donc on peut lui proposer, soit de faire la nappe, soit, de faire ce focus vraiment sur les mélanomes et à chaque fois quand même on a ce totem-là où on va montrer par exemple la différence, qu'est-ce que vraiment un mélanome et comment, s'inquiéter, quand on a une tâche qui est un petit peu suspecte et on rappelle toujours du coup, les gestes à avoir pour bien se prémunir, du soleil. Donc que les participants fassent la nappe ou le totem, en réalité, ils auront vraiment la diffusion des mêmes informations. Sachant ce qui nous revient plus généralement quand on fait cette partie-là sur les mélanomes, c'est la difficulté que peuvent avoir les personnes, les participants à pouvoir, prendre, rendez-vous chez un dermatologue pour faire, observer leur tâche. Et enfin, on met aussi à disposition, comme je le disais, ça veut bien passer, les bons gestes face au soleil. On va reprendre, du coup, les éléments qui ont déjà été abordés, tout au long de cette, présentation. Donc éviter l'exposition au soleil entre midi et 16 heures, préférer l'ombre à une exposition, directe, porter le plus possible, des vêtements couvrants, les lunettes, les casquettes, la crème solaire, pardon, surveiller l'indice, notamment, même, s'il y a, des nuages, donc où on a là également c'est un point sur lequel on a une vigilance, c'est de préciser que c'est pas parce qu'il y a pas de soleil qu'il y a pas de nuages et enfin, petit rappel des risques. Voilà pour ma présentation. On va pouvoir passer à une phase d'échange et de questions avec vous. On a essayé voilà, de reprendre un petit peu les éléments de questions qui sont évoqués dans le chat. Alors, du coup, on va peut-être reprendre par ordre d'intervention, peut-être commencer par l'intervention de Cécile Durand. Donc, on a une question de Cathy Jaroux, notre directrice de promotion santé Occitanie, qui pose la question, donc, quelles sensibilisations sont faites auprès des employeurs de personnes travaillant à l'extérieur? Alors, bon, il y a déjà des liens là qui ont été mis aussi sur le chat pour que les gens puissent aller aussi trouver des réponses, mais peut-être on peut en échanger. Alors, je ne sais pas si... Oui, alors, c'est pas ma spécialité de population, mais je comprends pourquoi la question a été posée maintenant. Il y a un décret qui est sorti il y a quelques semaines sur la protection des travailleurs, qui est intitulé Contre les risques liés à la chaleur. Donc, il est quand même plus ciblé sur les vagues de chaleur, mais à l'intérieur, si vous regardez ce décret, on a justement des éléments de protection également au rayonnement UV. Donc, on est toujours dans l'ambiguïté de penser aux UV toujours qu'en période de chaleur. C'est quand même un problème. Donc, c'est un bel exemple encore de cette association qui est faite entre chaleur et UV, alors que les UV, c'est plus large que juste les périodes de chaleur. Euh, donc, il y a en effet des obligations qui incombent à l'employeur hein, de protection. Moi, je ne connais pas bien les aspects juridiques. En tout cas, je sais que sur le site de sécurité solaire, vous pourrez trouver tout un projet justement sur la prévention solaire en milieu professionnel. Donc, j'ai mis le lien dans le chat. Avec justement des fiches par métier qui peuvent être des sortes de flyers par métier, par type de métier, les pompiers, c'est assez bien fait. Donc, ils peuvent servir également à cette sensibilisation. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai apporté sur le sujet. Peut-être Épidore hein, a d'autres informations. Alors, information, non, pas vraiment, honnêtement, Cécile. C'est juste savoir que nous, avant le Covid, en tout cas, ça nous est arrivé d'intervenir auprès de quelques structures qui étaient demandeuses pour sensibiliser les salariés un petit peu sur le principe des stands que Elsa a présenté. Voilà, c'est le peu d'expérience qu'on a à ce niveau-là. Juste là, pour le coup, c'est assez trivial, hein. Il y a vraiment eu pour nous là-dessus un avant-après Covid. Vous voyez, avant le Covid, c'était une thématique qui commençait à se développer.
notre thématique soleil, sur les années, bon, en 2020, j'en parle même pas, mais 2021, même 2022, on avait le côté, mais non, c'est plus nécessairement une priorité de penser à ça, parce qu'il y avait effectivement d'autres choses à penser. Et depuis, nous, on n'a pas spécialement relancé ces structures-là, mais c'est juste dire que il y a une petite prise de conscience qui reste légère. En tout cas, ça nous est arrivé voilà, d'interagir avec certaines structures, notamment, vous voyez, avec des gens qui, sur des éoliennes, sur des EDF, là, au niveau des pylônes électriques, etc. Bon, ça reste à la marge, mais on a eu quelques contacts et ça nous est arrivé de faire soit conférences, soit quelques stands. Mais Oui, pas je crois beaucoup. que ça reste à l'initiative de l'employeur Tout à pour le fait. moment, hein. Aujourd'hui, ça reste exactement. Tout à fait. Merci pour ces éléments. Et du coup, oui, tous ces liens et ces informations, nous les complémenterons sur notre site suite à la matinale. Voilà, quand le replay sera annoncé, vous pourrez, enfin, pour les gens qui nous écoutent, pourront aussi accéder à toutes ces informations. Alors, moi, j'avais une petite question peut-être sur le changement. Alors, voilà, toujours en lien avec l'intervention de Cécile. Le changement climatique, du coup, il peut influencer le spectre UV. Enfin, En fait, alors je vais essayer de faire simple parce qu'il y a pas mal de biblios sur le sujet. Le changement climatique va entraîner des changements de certains paramètres, couverture nuageuse, ensoleillement, l'ozone, enfin, pas mal de paramètres qui, certains se compensent, mais il y a des projections, des scénarios donc les derniers en date, qui montrent que le rayonnement UV va être plus fort dans certaines zones et pourrait être moins fort dans d'autres zones. Donc ça dépend vraiment de la zone d'habitation. L'Europe du Sud, nous, je ne sais pas si on s'y colle complètement, mais on peut quand même s'y coller. Europe du Sud est plutôt dans une projection d'augmentation du rayonnement. Ça, c'est un premier paramètre un peu environnemental. Après, au-delà du rayonnement UV, qu'il change ou qu'il ne change pas, il y a quand même un réchauffement climatique qui est quand même certain. Et l'augmentation des températures a des conséquences aussi sur nos comportements. C'est-à-dire qu'en augmentant les températures, et notamment aux intersaisons, plutôt printemps et automne, on va avoir tendance à vivre plus dehors et à enlever plus facilement des vêtements, enfin, à découvrir les épaules, à mettre, voilà, à avoir une protection vestimentaire qui va peut-être être moindre, avec une vie à l'extérieur sur l'ensemble de l'année, hein, qui va être plus fréquente. Alors, modulo les périodes d'été où justement avec les vagues de chaleur, on va peut-être plus vivre à l'intérieur, mais c'est quand même très ponctuel dans l'été, les pics de chaleur. Si on regarde globalement sur voilà, le réchauffement climatique, on risque quand même de passer plus de temps en extérieur, notamment au printemps et à l'automne, et ce qui pourrait avoir des conséquences du coup d'augmentation de l'exposition par ricochet. Donc, il y a le paramètre environnemental où on n'est pas certain, et ça dépend des zones du globe. Et puis, il y a le paramètre comportemental qui, là, du coup, quand même, on est à peu près sûr que ça va dépendre de ça, en grande partie, l'exposition et la surexposition qui va venir du réchauffement climatique. Et d'où l'intérêt, justement, d'adapter nos comportements à ces changements environnementaux, c'est-à-dire à pas faire à choses égales. C'est-à-dire si on passe plus de temps dehors, il va falloir aussi adapter sur le comment on passe ce temps dehors et avec quelle protection. Merci. Juste parce que je vois qu'il y a déjà quelques petites personnes qui ont peut-être d'autres rendez-vous qui nous quittent. Il y a un lien pour évaluer notre matinale qui a été mis là dans le chat, donc n'hésitez pas à cliquer dessus et à commencer à évaluer si vous le pouvez pendant qu'on continue à échanger. Alors, juste du coup, il y a eu une petite réponse aussi de notre directrice. Donc, du coup, oui, elle disait par rapport que l'idée était aussi de focaliser sur les populations les plus vulnérables et donc sensibiliser aussi au-delà des affiches. Bon, voilà, je précise. Alors, peut-être une dernière petite question aussi pour Cécile. Est-ce que vous avez connaissance d'aménagements urbains qui peuvent du coup permettre de limiter l'exposition solaire? Voilà, comment on peut, je ne sais pas si vous avez Oui, des éléments. il y en a beaucoup, hein, en fait, tout ce qui crée de l'ombre, en fait, hein. Donc, après, c'est souvent des aménagements coûteux. Donc, tous les projets, j'ai parlé des cours Oasis,
qui vont dans le sens de la diminution des îlots de chaleur, mais qui vont aussi dans le sens de la diminution des UV, puisqu'il s'agit, alors, hormis, bon, il y a désimperméabiliser le sol, ça n'a rien à voir avec les UV, c'est vraiment pour l'îlot de chaleur, mais il y a aussi tout ce qui est créer de l'ombre, donc à l'aide de végétation, à l'aide de barnum, de toiles, de voiles d'ombrage, enfin, c'est des choses assez classiques, mais souvent, en effet, qui sont assez coûteuses. Et donc et qui doivent être pensées aujourd'hui dès la création des bâtiments, parce qu'on voit bien que l'adaptation a posteriori, c'est encore plus coûteux souvent que de le réfléchir en amont. Merci. Oui, et Euh, donc vous avez répondu par rapport à la possibilité d'avoir de la documentation sur Santé publique France, parce que Ah, Estelle Chavarot, voilà, infirmière à Gers Solidaire qui s'occupe du public précaire, demandait où est-ce que vous pouvez avoir c'est- ce type de ouais. documentation. Donc Alors, c'est sur les liens que... sur Santé publique France, il y en a peu parce qu'aujourd'hui, la prévention des risques solaires, elle est vraiment sur l'INCa. Donc moi, je vous invite plutôt à aller sur le site de l'INCa. Il y a d'autres sites, la Sécurité solaire aussi fait beaucoup de choses. Mais sur le site de l'INCa, il y a des liens pour télécharger des documents, des cahiers d'activités pour les enfants, des brochures, des flyers. Et il y a aussi le lien pour commander. Je viens de vérifier, là, il y a vraiment, on peut faire des commandes aussi de format papier. D'accord. D'ailleurs, voilà, pas hésiter à contacter nos collègues en département et nos centres de ressources à Oui. Toulouse ou Carcassonne aussi pour vous accompagner sur ces commandes, ces recherches de documents. Peut-être une question qui fait un peu peut-être le lien entre les deux premières interventions, la question sur le développement des compétences psychosociales et le lien peut-être avec notamment la protection solaire. Voilà, j'ai cru comprendre que c'était enfin, ça permettait de mieux sensibiliser les personnes auxquelles ils étaient plus aptes à prendre en main ces préconisations. C'est plus peut-être Je sais une pas. question pour Répidor, ça, non? Il me semble Oui, que oui, vous avez... oui, pas de Oui. souci. Si jamais Cécile, oui, oui, pas de problème. Juste dire oui, effectivement. Alors, vis-à-vis des compétences psychosociales, je vous dirais que, comment dire, vous l'avez vu dans la présentation qu'on a pu faire avec Elsa, sans les cibler spécifiquement. C'est-à-dire que nous, on vous a plus présenté le COMB, des variables voilà, motivationnelles liées à la capacité ou en tout cas aux perceptions de l'environnement. On sait pertinemment que l'ensemble de ces perceptions sont liées et qu'indirectement, on cultive aussi des compétences psychosociales chez les élèves qui sont susceptibles de leur servir, bah, notamment au niveau des comportements de protection solaire, mais aussi sur d'autres comportements de santé. Donc, c'est pas vraiment l'angle d'attaque au niveau des compétences psychosociales qu'on a en tout cas sur la prévention des risques solaires, mais bien évidemment que c'est en toile de fond et que c'est indirectement lié aux actions que l'on met en place, en tout cas sur cette thématique. Et ça, n'hésite pas à compléter si. Voilà, Ouais, c'était clair. d'accord. Alors une question donc plus en lien avec votre intervention. Euh, donc, quelle est la prise en compte des déterminants plus structurels dans vos interventions? Oui. Alors, en utilisant le COMB, d'accord, clairement, on avait effectivement le côté opportunité du modèle. C'était justement pour prendre en compte, pour considérer, on va pas s'emballer, pour considérer les aspects environnementaux, voilà, liés aux opportunités, et comme je l'ai défini tout à l'heure, environnement physique, environnement social. Il y a les considérer, vouloir les prendre en compte dans notre modèle. Et puis, ce ne sont pas des résultats que j'ai présentés aujourd'hui. Il y a aussi, on a cette volonté dans les recherches qu'on met en place, parallèlement à l'évaluation de l'efficacité, on essaie de comprendre les déterminants, d'autant que je crois pas l'avoir dit dans la présentation, le COMB n'a jamais été utilisé sur la prévention des risques solaires. Donc, pour nous, il y avait une originalité. Voilà. Bon. Les aspects structuraux, aujourd'hui, pour vous répondre très clairement, on les subit. Voilà, on les subit, c'est-à-dire que on a cette volonté, nous, de tenter de les prendre en compte et de tenter d'avoir un impact dessus, que ce soit au niveau de la semaine des épidories qu'on vous a présenté avec Elsa, que ce soit quand Elsa, qui pourra compléter bien évidemment ce que je vais dire, met en place des formations auprès de professionnels.
Aujourd'hui, on est plutôt dans une posture où on constate, on n'a pas nécessairement le poids, on va dire, pour avoir un impact sur ces déterminants structuraux. Je vous donne un exemple qui a quelques années, d'accord? Je précise, c'est à peu près 7-8 ans sur les souvenirs que j'en ai. On est amené donc, comme l'a très bien présenté Elsa, à faire des formations auprès de professionnels, notamment d'animateurs, voilà, qui mettent en place des animations, soit au niveau du temps périscolaire ou l'été, notamment dans des écoles, hein, vous voyez. Et on a notamment eu un retour qui était, bah voilà, il y avait des arbres dans la cour, mais sauf que la mairie, puisque vous savez que les écoles primaires sont gérées par les municipalités, la mairie a estimé que c'était dangereux d'avoir ces arbres, donc on a coupé tous les arbres. Bon, bah, vous voyez, alors aujourd'hui, nous, au niveau de nos missions, de notre savoir-faire et même de notre poids, on ne peut que constater, vous voyez, cet aspect-là. Alors on est quand même en contact avec nos collègues du Centre Léon Bérard, Institut du cancer de Lyon, qui eux ont davantage, on va dire, un angle d'attaque où ils essayent je sais qu'ils essayent de développer, on en parle régulièrement quand on les voit, un projet notamment pour réintroduire l'ombre dans les certaines cours de récréation des collèges, notamment de l'agglomération lyonnaise. Bon, pour l'instant, ils partent un peu en éclaireur. On a bien ces projets d'essayer d'être un peu plus actifs au niveau d'une intervention potentielle, vous voyez, sur les déterminants structuraux. Aujourd'hui, effectivement, voilà, je me répète, mais on essaye de les prendre en compte, mais on a un impact très limité dessus, pour être Moi, je veux honnête. bien compléter sur les leviers possibles sur cet aspect justement modification environnementale. Peut-être s'il y a des collectivités, attirer leur attention sur, il y a des appels à projets hein, qui vont dans ce sens et qu'il y a de l'argent disponible, enfin disponible. Il faut évidemment montrer un projet qui tient la route, mais l'INCA a des appels à projets qui s'appellent Zéro Expo notamment et qui est vraiment axé sur la prévention solaire, mais pas que. Ça peut être aussi des perturbateurs endocriniens ou tout autre projet de nuisance environnementale qui est vraiment plutôt axé sur justement les lieux d'éducation des enfants ou les alentours. Et donc chaque année, ils mettent à disposition cet appel à projet pour financer des projets locaux avec du coup, voilà, il faut vraiment avoir un projet qui tient la route avec une évaluation correcte de l'impact du projet, mais c'est vraiment l'objectif, elle est vraiment de financer des projets qui s'axent sur l'éducation pour la santé, certes, mais vraiment avec cet axe modification environnementale aussi. Merci Cécile, merci beaucoup Mm. parce qu'effectivement, je parlais de mes collègues de Léon Bérard à Lyon. C'est Mm. dans le cadre de ce genre d'appel à Mm. projet qu'ils essayent de développer Ouais. ces perspectives-là. Nous, aujourd'hui, bah, c'est aussi par rapport aux forces en présence sur la thématique, bah, on est obligé aussi de faire un petit peu des choix au niveau de l'énergie dans laquelle on développe nos axes liés à la prévention des risques solaires. Mm. À bon entendeur, on est ouvert hein, à toute perspective de collaboration, évidemment, en termes d'évaluation ou, vous voyez, par rapport à un type d'approche. Donc, oui, merci Cécile. Merci à tous. Alors, juste peut-être pour Épidore, du coup, les acteurs peuvent vous contacter pour mettre en place des actions. Vous avez donné vos liens. Très bien. Oui, ils peuvent nous contacter. Donc c'est vrai que dans la présentation, j'ai principalement parlé des étudiants et des professionnels de la petite enfance parce que comme on l'a dit dans cette conférence, c'est vraiment la période qui est la plus à risque. Mais on anime également des conférences, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, pour d'autres publics. Donc, par exemple, il y a un peu moins de 2 mois, j'étais dans une entreprise de géologues. Donc oui, on se concentre, on privilégie un petit peu plus le domaine de la petite enfance. Mais après, notamment sur des dates qui sont un peu moins prises, par exemple à la rentrée, ça pourrait être totalement faisable. Et du Merci. coup, vous pouvez diffuser aussi, il est demandé par la maison de santé de Millau si il est possible de recevoir les fiches prévention en format papier. Donc ça dépend qu'est-ce qu'ils veulent précisément, mais oui, ça peut être totalement fait. On travaille justement à chaque fois en partenariat, donc avec les entreprises ou les institutions qui nous demandent. Si après ils veulent des petits relais sur des livrets, on peut, enfin, ça dépend ce qui est demandé. Mais oui, c'est totalement possible. D'accord, merci.
D'ailleurs, je rebondis, c'est peut-être aussi une demande qui est faite pour Bon été, bon réflexe, enfin, pour, du coup, plutôt pour Marion Campion. Voilà, si ce qui a été présenté, est-ce que ça peut être communiqué, est-ce qu'ils peuvent recevoir aussi des impressions? Enfin, c'est également Estelle Chavarot, donc Mm. IDE à Gers Solidaire, qui demandait si les outils présentés sont disponibles pour des actions. Alors, ce qui est à disposition gratuitement, c'est vraiment les fiches. Après, les supports que nous utilisons sur ce cadre-là, appartiennent plutôt à l'ARS Occitanie. Donc c'est plutôt eux qui sont décisionnaires de s'ils, partagent ou pas. Je sais qu'il y avait eu aucun souci pour les personnes qui étaient formées, à ce qu'ils aient, leur possession leur kit. Par contre, c'est vrai que c'est l'ARS Occitanie qui a plutôt la main sur ça. Donc s'il doit y a moi, je peux me faire le relais s'il y a des demandes, par exemple, de pouvoir être formée ou d'avoir, accès, à certains kits. Parce que les délégations départementales aussi de l'ARS, ah non, ils peuvent les mettre à disposition. Donc moi, s'il y a des demandes vraiment particulières en ce sens-là, je peux me faire le relais auprès de l'ARS Occitanie. Et est-ce que vous Mais pouvez les du affiches coup, sont disponibles, par contre. pardon, et est-ce que vous pouvez du coup dire comment on peut faire venir vos actions sur notre territoire? Alors, dans le cadre de cette tournée-là, là également, c'est l'ARS Occitanie qui planifie la tournée. Donc c'est les délégations, départementales qui vont nous trouver, les lieux, qui vont définir les dates. Et nous ensuite, on est plutôt partie prenante sur, une fois qu'on a les lieux et les dates pour, savoir quand est-ce qu'on intervient, pour traiter directement. Donc cette tournée, elle est plutôt en termes de planification, elle est plutôt fixe. C'est aussi pour ça qu'on avait formé du coup des animateurs, relais. Donc enfin, on a formé des personnes sur les territoires qui sont en capacité et qui ont les kits pour pouvoir animer. Donc là aussi, si jamais il y a la demande d'un territoire en particulier, moi j'ai la liste des personnes formées, j'ai là où ils se situent. Donc je pourrais aussi donner des contacts vers des personnes que nous on a formées et qui sont en capacité d'intervenir. À voir après s'ils, souhaitent, intervenir ou pas, mais au moins je peux me faire le relais de ces informations-là. Donc je crois pas avoir communiqué mon mail dans le support. Donc Oui, je peux le rajouter, soit dans le support s'il est à disposition et je le mets aussi dans le chat. Oui, parce qu'il y a aussi Séverine Boutet, infirmière en Ariège à Zalé, qui demande aussi si elle peut avoir des renseignements sur la formation. Donc Mmh. peut-être qu'elle pourra vous contacter. Donc sans aucun souci. Je mets mon mail et je vais le rajouter dans la présentation et je vous enverrai du coup la présentation, mise à jour avec mon mail. Merci. Alors, il y avait quand même une question aussi. Quel type de service votre agence de conseil en RSE propose-t-elle spécifiquement aux entreprises en matière de prévention des risques solaires? Alors on fait de la formation et on fait de la formation sur plusieurs types de risques pour la santé puisque comme je le disais, on accompagne sur, on va dire de façon générale sur le développement durable avec un focus sur la santé environnementale. Généralement, nos actions de prévention, enfin qui sont plutôt des actions de formation, et de montée en compétences, sur ces sujets-là, sont souvent sur des maternités, des services de pédiatrie, néonatologie, des crèches également, qu'elles soient publiques ou privées. Après, on peut aussi, intervenir sur d'autres types de structures, puisqu'on a aussi des ateliers sur d'autres sujets. Là, j'ai présenté, ceux-là, mais on a des ateliers sur d'autres sujets. On peut intervenir sur d'autres structures sur demande. Tout type, on peut intervenir, faire soit de la prévention, soit vraiment des formations pour des montées en compétences sur tout type de structure. On Très n'aborde pas bien. tous les sujets, mais on a pas mal d'ateliers. Alors, deux petites informations qui ont été communiquées dans le chat et on peut peut-être en discuter. Donc, quelqu'un qui doit s'appeler Demart avec P, donc ça doit être le prénom. J'ai vécu en Australie et dans tous les événements publics de la crème solaire était en libre service.
Ça, c'est un premier élément. Et une autre personne, Montfort Claudia, qui dit qu'il est très difficile d'avoir un rendez-vous chez un dermatologue. Je ne sais pas si voilà, vous voulez Sur le premier point, oui, l'Australie, c'est sûr qu'il y a pas mal d'actions et moi, je mettrai en évidence que c'est pas que la crème solaire. Enfin, Mm. on focalise beaucoup sur la crème solaire. Mettre à disposition de la crème solaire, bon, c'est une action, mais il faut aussi insister sur les autres moyens de protection, et notamment l'ombre et la protection vestimentaire, parce que la crème solaire elle est vraiment en second plan pour les zones qu'on n'arrive pas à protéger autrement. Et c'est vrai que ça, c'est le plus visible, hein, mais il y a eu d'autres choses menées en Occitanie, pas du tout, en Australie, au-delà de cette mise à disposition de crème solaire. Oui, complètement d'accord hein, au niveau des épidores. Enfin, je veux dire, au niveau de la semaine des épidories, on va peut-être un peu moins insister sur cet aspect-là, mais la crème solaire n'est effectivement qu'un des éléments et pas le premier qui est mis en avant. Mm. Et du coup, j'apporte aussi ma petite pierre à l'édifice quand on fait ces ateliers, qu'on aborde l'atelier exposition solaire. C'est vrai que quand on interroge même que ce soit les familles ou les enfants, c'est souvent la première chose qui ressort en termes de prévention. Ben, je mets ma crème, du coup, c'est bon. Et c'est vrai que, alors tous les gens savent que comme je disais, quand ils vont bronzer sur la plage, ils s'exposent et le soleil est dangereux, moins quand ils vont faire une balade à vélo ou autre. Mais par contre, la crème solaire, c'est un des premiers gestes de prévention qui sort quand on leur pose la question. Donc c'est vrai que ça, enfin, c'est difficile de changer un petit peu ça, ouais. En fait, ce qui est parfois perçu comme compliqué dans la prévention, c'est cet équilibre entre justement plusieurs moyens et comment jongler entre plusieurs moyens de prévention. L'ombre, le fait de ne pas s'exposer entre midi et 16 heures, ça doit être un réflexe. Et c'est vrai que si on doit s'exposer à cette heure-là, il faut vraiment mettre tout le paquet. Et c'est tout le temps, il n'y a pas besoin de tout le temps en fait. Si vous allez sur la plage à 20 heures, vous n'avez peut-être pas besoin de la même chose que si vous y allez à 17. Et en fait, tout ça, c'est tout le temps un dosage. Et c'est vrai que pour le coup, ça peut paraître parfois un peu compliqué, mais qui dépend aussi de sa couleur de peau, enfin son phototype, du rayonnement ambiant. Donc forcément, ça complexifie le message, mais j'ai envie de dire déjà, si on s'en tient au truc de base, c'est-à-dire l'ombre entre midi et 16 heures, et en dehors de ça, c- des protections vestimentaires et la crème sur les autres zones, ça simplifie un petit peu quand même la marche à suivre. Il y avait une Mhm. question notamment de Mireille, infirmière scolaire en lycée, qui dit qu'en est-il de la composition des crèmes solaires, même vendues en pharmacie, qui sont porteuses d'éléments cancérigènes? Quelle balance bénéfice-risque? Alors, juste avant peut-être que vous répondiez, il y a aussi dans le chat Anne Tournier qui dit que les médecins trottins peuvent être aussi un bon premier contact voilà, pour s'informer sur les problèmes de peau et d'exposition au soleil. Mais voilà, je vous laisse répondre. Les médecins traitants, en effet, c'était ma conclusion hein, sur les professionnels de santé. Les relais en prévention primaire, en effet, c'est vraiment ça. Sur la crème solaire, bon, moi je ne suis pas spécialisée, il faudrait interroger. Il y a tellement d'études et tellement de choses qui sont faites. Moi j'étais dans des congrès où j'ai présenté à des dermatos mes résultats et ils ont parlé de ça pendant des journées entières, hein, la crème solaire, les contenus des crèmes solaires. C'est en constante évolution. En tout cas, elles sont plus, je pense, moi, de ce que j'en ai compris, mais ce n'est pas mon avis, c'est ce que j'en ai compris. Elles sont plus propres aujourd'hui qu'elles ne l'étaient auparavant. Il y avait eu en effet la question de l'octocrylène hein, qui a été beaucoup controversée et aujourd'hui il y a quand même de moins en moins de crème avec, hein, il me semble. Après, c'est vraiment pas ma spécialité donc je ne peux pas trop m'appesantir sur ça, mais encore une fois, vu que nous en termes de prévention, c'est pas forcément la crème solaire qu'on met en avant, euh, ça limite aussi l'impact que ça a en termes de conséquences néfastes. Si je peux compléter un petit peu, donc pour la précédente question par rapport au dermatologue à avoir un rendez-vous, effectivement, à chaque fois que je vais en conférence, on me dit donc la question déjà d'autodiagnostic. Donc on apprend sur les conférences, donc avec des petites choses simples, par exemple la règle ABCDE pour regarder, observer ces grains de beauté, voir leurs différentes évolutions. Et aussi d'autres petites règles. Donc, on apprend aux personnes à d'abord faire un autodiagnostic pour leur dire, ben, on va pas voir un dermatologue juste pour faire
juste pour faire un petit contrôle. Non, c'est d'abord on passe par un médecin traitant par rapport à l'autodiagnostic pour voir si c'est avéré. Et ensuite, derrière, s'il y a quelque chose de suspect, là, il peut orienter et prendre un rendez-vous directement avec un dermato. Donc ça, c'est un petit peu pour cette question. Et par rapport aux perturbateurs endocriniens, c'est vrai que sur chaque atelier que j'anime, et notamment le dernier, il y a toujours cette question qui revient. Donc la première chose à prendre en compte que je pense qui est intéressant de faire la différence, c'est que donc on apprend à oui choisir une bonne crème solaire, donc pour qu'elle protège. Donc ça c'est vraiment deux choses différentes. Parce que maintenant on me parle ben, par exemple des applications type Yuka ou autre pour voir la composition, c'est deux choses différentes. Il y a un premier élément qui est apprendre à choisir une crème qui va protéger du soleil, donc par rapport aux indicateurs protection UVA, UVB, le SPF, la résistance à l'eau, plein de choses comme ces critères. Et après, un deuxième élément qui est la composition des crèmes solaires. Et comme dans le même discours que Cécile, on apprend à choisir une bonne crème solaire, mais qui reste un complément par rapport à l'ombre, à adapter des vêtements, lunettes qui seront beaucoup plus adaptés. Merci pour ces précisions. Bon, on arrive bientôt, enfin, il est midi. Juste, peut-être qu'il y avait eu une petite question, même si ce n'est pas forcément en lien avec l'exposition solaire, mais le lien, enfin, le fait aussi que les écrans ont un rayonnement. Je ne sais pas si vous avez des éléments, mais peut-être ce sera le sujet d'une autre matinale. Et peut-être si je peux, je voulais savoir si peut-être il y avait un lien entre notre alimentation et également la consommation, bah, particulièrement de sucre, mais peut-être l'alcool ou le tabac. Voilà, est-ce que ça peut avoir des éléments, des effets, est-ce qu'il y a des connaissances là-dessus et l'exposition au soleil? Je ne sais pas. Moi, juste par rapport à l'alimentation, c'est vrai que donc on a parlé les UV, donc il n'y a pas que des côtés négatifs, il y a aussi des aspects positifs, donc ça permet la synthèse de la vitamine D. Mais c'est vrai que souvent il y a un peu une idée reçue. Si je m'expose pas, enfin il faut que je m'expose au soleil, par exemple, parce que mon médecin m'a dit que j'avais une carence en vitamine D. Non, pas du tout. Il peut avoir oui une carence en vitamine D, mais qui provient souvent de l'alimentation donc les produits laitiers, etc. Et de différer, puisqu'il suffit, par exemple, de juste 10 à 15 minutes, si on expose simplement les mains et les avant-bras tout au long de la journée, ça suffirait largement pour la synthèse de la vitamine D. Donc c'est vrai que c'est pas forcément en lien, mais ça agit de manière indirecte sur différents aspects. Et une dernière chose, oui, le passage des UV dans les milieux liquides, enfin, dans les piscines ou dans les lacs, les rivières, est-ce que voilà, ils passent tous, en quelle proportion, en fonction de la qualité de l'eau, est-ce qu'il y a des éléments Là, précisés? toujours pour prendre le relais, ça suit un petit peu donc, à ce que Cécile nous avait expliqué sur la réverbération, donc la réflexion des UV. C'est vrai qu'on pense des fois qu'on est bien protégé, par exemple parce qu'on est sous un parasol, qu'on est à l'ombre, mais on oublie souvent ben, le côté réverbération. Donc, pour parler de chiffres, ça correspond à plus 15% quand on est à côté de sable. Donc déjà, ben, 100% des UV qui arrivent sur nous, plus les 15% qui se reflètent sur le sable. Au niveau de l'écume de l'eau, donc quand on est dans l'eau, on a plus 25%. Donc souvent on se dit ah bon ben l'eau me rafraîchit, donc c'est bien, je suis protégée, mais non pas du tout. Et le chiffre qui est le plus alarmant, c'est au niveau de la neige, on a plus 80%. Donc déjà, ben, il y a le fait aussi qu'on est en altitude, donc on est plus proche du soleil, mais au niveau de la réverbération, c'est plus 100% directement sur nous, plus 80% qui reflètent sur la neige. Et après, au-delà de la réverbération, là, sur la question, l'eau arrête les UV, mais à partir d'une certaine profondeur quand même. Je crois que ça va jusqu'à 1 mètre. J'ai pas exactement, c'est dégressif, mais en tout cas, dans les 50 premiers centimètres, il y a encore des rayons aussi. On nous dit aussi dans le chat, oui, que les crèmes solaires, bon, ça peut aussi avoir un effet polluant sur Tout à les fait. milieux aquatiques. Oui.
Et pour compléter avec Bon. ça, parce que nous, on est très aussi sensible sur l'environnement, dans comment choisir sa crème solaire, on conseille bien sûr, il y a toujours maintenant des petits logos qui sont mis et c'est pas des, donc pour l'environnement, c'est pas des crèmes solaires qui sont forcément plus chères. Je crois qu'on a évoqué toutes les questions. On va pouvoir conclure sur cette matinale. Merci pour vos interventions. Donc, il y a une évaluation qui a été proposée dans le chat, mais qui sera envoyée aussi suite à cette matinale, lors du replay. Et voilà, on vous laisse nos contacts aussi, si vous avez besoin de nous contacter pour d'autres éléments, ou si vous avez souhait de commander, par exemple, des documents, si vous avez besoin d'être accompagné, ou si vous avez des projets ou des questions en lien avec cette matinale, ou d'autres peut-être thématiques, n'hésitez pas à nous contacter. Et écoutez, bonne fin de journée à tous et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au Si. revoir.